Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale pour vous partager l'entretien que j'ai eu avec Bernard Duchâtel, le directeur France de l'ISAR, une des plus grandes associations internationales d'astrologie. Nous avons parlé des nœuds lunaires qui sont passés depuis le mois de juillet dans l'axe du Bélier et de la Balance et qui en sortiront en janvier 2025. Donc on voit qu'on est sur une progression de 18 mois où clairement les grandes tendances au niveau astrologique, sous le prisme astrologique, sont en train d'évoluer dans les archétypes du Bélier et de la Balance après être restés dans l'axe du Taureau et du Scorpion ces 18 derniers mois. Donc on voit que c'est quand même un gros shift, voilà, un gros point de bascule. Et dans cet épisode, nous allons parler de plein de choses. Il faut savoir que nous avons tous les deux Mercure dans le signe des Poissons. Donc on a vraiment couvert la totalité, je pense, enfin en tout cas une très grande partie des enjeux qui pouvaient être mis en avant par ces nœuds lunaires, que ce soit au niveau des archétypes et surtout l'archétype du Bélier, les grands moments qui se distinguent de ce passage des nœuds dans l'axe du Bélier et de la Balance. Et on va aussi parler beaucoup de Chiron, l'astéroïde, qui vous allez voir est totalement corrélé aux nœuds lunaires dans l'axe du Bélier et de la Balance. Donc vous allez voir, il y a des choses très intéressantes qui se dégagent de cet épisode. C'est un épisode qui est un peu long, je le concède, mais il est bourré d'informations, il est extrêmement riche. Ça a été dur pour moi d'enlever plus d'une demi-heure d'enregistrement pour faire le tri, mais je pense que ça va être pour vous le moyen d'enrichir votre savoir sur l'astrologie, de vous inspirer aussi sur l'année qui va suivre jusqu'en 2025 et vous donner des clés de réflexion pour voir comment ces énergies peuvent évoluer dans la dimension collective sur les mois à venir. Parce que c'est évidemment aussi des thématiques qu'on aborde dans cet épisode. Qu'est-ce qui semble être mis en exergue pour nous collectivement, mais aussi individuellement pour mieux avancer. Je vous laisse écouter cet épisode et je vous retrouve juste après. Bonjour Annabelle. Comment ça va aujourd'hui ? Bon, je pense que je sens la conjonction Lune-Jupiter. Donc, il y a, il y a toujours une belle petite sensation, je trouve, et tout va bien donc. Aujourd'hui, on est là pour parler des nœuds lunaires et du passage des nœuds dans, les signes du Bélier et de la Balance qui, ça a eu lieu le 12, le 12 juillet. Parce que je vois, en fait, ça dépend des nœuds, en fonction comment dire? Je vois le 17 et je vois beaucoup le 12, mais pour moi, c'est le 12 où c'est passé, on est Oui, alors d'accord? oui, ça dépend, je pense, des nœuds vrais ou 2 des nœuds, ouais, moyens. voilà. Parce que le nœud vrai, il arrête de rétrograder, il repart, enfin, il est plus précis. Donc, effectivement, il y a une différence de quelques jours. Et Mmh. ça reste un des problèmes des nœuds lunaires, un problème technique, mais qui quelquefois se joue à 1 degré, 1,5 degrés, ce qui peut être, enfin, ce qui est intéressant. Et en règle générale, j'ai toujours trouvé que le nœud vrai
était plus précis, mais j'ai eu deux trois exceptions. Ce qui fait que c'est vraiment difficile à totalement, régler. Bon, après la différence, elle est Mmh. pas, énormissime non plus, hein, voilà, enfin, après c'est juste en termes de timing, c'est bien Oui, d'avoir le moment exact et bien le sûr. degré, mais en soi, bon, voilà, ça demande à Oui, une d'ailleurs, j'ai certaine regardé ce matin la sortie, la sortie, c'est-à-dire l'arrivée en poisson. C'est le 11 janvier, enfin, en tout cas pour le Neuvray, c'est le 11 janvier 2025. Et ce qui est d'accord. intéressant parce que ça va être, enfin, on va en parler de ça, je pense, mais ce sera la conjonction avec Neptune. Un Neptune qui sort petit à petit des Poissons et le nœud lunaire nord qui va aller vers les Poissons, et les 2 se conjoignent, à ce moment-là, quoi. C'est ce qui sera aussi très intéressant. C'est hyper évocateur et ça fait vraiment une sortie aussi de Neptune, dans son signe, quoi, de domicile en beauté, on va dire, hein. Ça fait vraiment, cette amplification neptunienne, juste sur le sur pour sortir et Oui, rentrer dans le signe du Bélier. Les Béliers, là, ils traversent pas mal de choses, hein, quand même, hein. Entre Uranus, il y a pas si longtemps, là, on on a Chiron et puis on va enchaîner avec Neptune. Il se passe beaucoup de choses oui. pour les natifs du Bélier. Je ne parle pas de moi, pas du tout, hein, bah, je rigole. Donc on a les éclipses, voilà, et le nœud nord dans le signe du Bélier en plus. Donc voilà, on continue de bien activer cet archétype qui est vraiment revisité depuis un moment, je trouve. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, la découverte d'Eris. Je sais pas si tu t'intéresses à ça, mais c'était en 2005 et Eris, c'est, l'alter ego de, enfin, c'est donc une planète. Mythologiquement, en fait, mythologiquement, Eris, c'est la déesse de la discorde, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça, de du conflit, mais c'est surtout, voilà, cette espèce de sœur ouais. amante, compagne de guerre de Mars. Donc il y a cette espèce de c'est pas une gémilité, mais une sorte de fratrie, Mmh. tu vois? Et mais c'est intéressant parce que tu as cette espèce d'archétype féminin autour des principes martiens et dans le signe, du Bélier. Bref, donc je trouve que c'est un archétype qui est pas mal revisité en ce moment et on va, explorer ça avec, le nœud nord, où là, on rentre sur une bonne année et demie, voilà, sur 18 mois où c'est un archétype qui va être, encore une fois, exploré, de long en large et en travers, évidemment corrélé à l'archétype de la Balance et à cet axe, du jeu, et de l'altérité, quoi. En plus, malgré tout, déjà, c'est la première remarque, c'est que on sort de l'axe Taureau-Scorpion pour l'axe, Bélier-Balance, mais ce sont les 2 axes Mars-Vénus. Ouais, Sauf que, là, maintenant, c'est Kétou qui est en signe vénusien et Raoult qui est en signe martien, alors que c'était l'inverse. Donc il y a une transformation qui est intéressante de ce côté-là. Il y a quelque chose, bon, qui se passe. On va avoir une expression de Raoult, donc comme Raoult est plus sur l'extérieur, sur la matérialité, sur les événements, ça va être plus du côté, martien, du côté bélier, qui est quand même un signe d'action, hein, de dynamisme, d'entreprise et ainsi de suite. Et le côté plus réflexion, plus transformation des expériences, en sens et en spiritualité avec Ketu, il va être plutôt du côté vénusien, du côté balance. Donc, après moi, bon, les signes, hein, ce sont évidemment des archétypes importants, mais c'est le terrain. C'est vraiment le terrain de jeu, le terrain où les astres se promènent, où certains points fictifs comme les nœuds lunaires très importants se promènent, mais c'est un terrain. Et malgré tout, comme là, bon, on en parlait juste avant un petit peu, euh, on s'aperçoit qu'on a eu tout récemment des événements assez puissants. ouais. Bon, juste avant le passage, hein, le shift, le changement d'axe, mais dès le début de cette année, je m'étais dit, il y a de belles configurations cette année, mais les nœuds lunaires sont au carré de Pluton. Et je pense que là,
avec le changement qui s'est passé, on a quand même Pluton en Capricorne, signe cardinal, Ketu en Balance, signe cardinal, Raoult en Bélier, signe cardinal. Le carré, il va nous tenir jusque novembre. Donc, on entre dans ce passage, dans ce nouvel axe avec Pluton au carré. Et on sait que les signes cardinaux sont liés au mouvement, à l'action, à la concrétisation. Donc, on peut s'attendre à ce que ça continue, à ce qu'il y ait pas mal de choses qui se passent. Disons que ce qui est intéressant, c'est si on reprend une ancienne, enfin pas une ancienne, mais une interprétation des nœuds lunaires plus classique, donc avant le XXe siècle, en Occident, hein, je parle. Pour les Occidentaux, les nœuds lunaires influençaient les astres qui étaient en aspect. Là, on pourrait dire, par exemple, enfin, on peut dire hein, que Raoult et Ketu, étant tous les deux au carré de Pluton, influencent Pluton. Raoult, dans ce sens, il est censé augmenter Pluton. Et augmenter Pluton, ça veut dire plus de matérialisme, plus d'autodestruction, plus de recherche de pouvoir, plus de recherche de sensations. Ça veut dire tout ça. Et Ketu, il est aussi censé influencer Pluton et il nous pose vraiment les questionnements. Il nous demande, bon, ce que tu viens de dire, mais où va-t-on on voit des incendies monstrueux à la surface de la planète, des canicules, mais que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, l'Arctique qui est en train de fondre, même l'Antarctique est touchée. On voit une planète qui est en train d'être détruite par nos comportements et qui sont des comportements typiquement plutoniens. Donc on a l'impression que l'axe des nœuds lunaires par rapport à Pluton accélère. Hein, quand on voit les rapports du GIEC et toutes ces choses, tout le monde nous le dit, bah, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et le bon côté, en tout cas, je trouve, c'est qu'on dirait qu'il y a une prise de conscience globale, actuelle, même si on n'en est pas encore à agir véritablement, mais on dirait qu'il y a une prise de conscience quand même, parce qu'on ne peut plus passer à côté. Ouais, on voit la dynamique, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a tout de suite le nœud nord qui est rentré, on va dire, voilà, la mi-juillet, le 12 juillet, entre le 12 et le 17, on va dire, dans le signe du Bélier et on a ces événements qui sont quand même qui nous ont beaucoup affectés collectivement. Enfin, ça a vraiment changé l'humeur collective avec, tout ce qui s'est passé en France. En tout cas, ça a été, ça s'est plus ou moins manifesté de cette manière. Pour moi, je pense, c'est très corrélé, hein, à tout ça. Enfin, l'atmosphère martienne, l'atmosphère conflictuelle et je pense aussi ce côté très clivant entre moi et l'autre quand même, je trouve qui a été mis en avant et avec Pluton, il y a autant cet appel à la transformation que aussi d'être face à, une dynamique, qui nous insécurise profondément, où on se dit: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer?» Comment est-ce qu'on va faire pour, peut-être, évoluer sans forcément voir, d'issue? On voit surtout les choses peut-être de manière un peu plus, pesante et complexe et difficile, tu vois? Enfin, pour moi, il y avait l'impasse aussi. C'est ça, c'était quand même violent, mais il y avait l'impasse en même temps, quoi. Je trouve que aussi, on va parler, hein, de toutes les thématiques que le bélier, enfin que le nœud nord en bélier et la matérialisation, justement la concrétisation. Donc, quand Bernard dit le Raoult, c'est le nœud nord. Moi, je dis nœud nord et toi, tu dis Raoult, mais on parle de la même chose. Je précise pour les personnes qui ont pas l'habitude, je le préciserai aussi, durant l'épisode, au début. Mais, le côté, la matérialisation de l'énergie bélier, donc dans le côté c'est ça qui est incroyable, extrêmement inflammable, en fait. Et en même temps, dans le côté, conflictuel et dans le côté problématique aussi de cet archétype et c'est intéressant parce qu'avec, cette dynamique bélier et le capricorne, on est aussi sur, je pense, ce côté, exponentiel peut-être de la prise de pouvoir, aussi des problématiques du patriarcat ou d'un monde, voilà où, il faut s'imposer et chacun pour soi et tu vois? Enfin, c'est un peu ça, hein, quand même, la dynamique, du bélier est associée au capricorne. On est sur des signes cardinaux.
rassurez-vous, si vous avez des aspects, entre ça veut pas forcément dire ça, mais on va dire au niveau collectif, on est sur 2 archétypes typiquement patriarcaux ou en tout cas dans ce côté, de dominance et de vraiment, imposer sa volonté, faire les choses, comme on a décidé de les faire, c'est comme tu disais des signes très, très initiateurs. Donc en fait, on voit autant ça dans le côté problématique qu'aussi, je trouve un militantisme sociétal qui est en train aussi de complètement se développer. Enfin, moi, j'ai pas du tout grandi dans ce monde où, les gens se mobilisent aussi très fort, je trouve. Enfin, i en France, on a quand même cet esprit. Mais là, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, enfin, les choses escaladent aussi. Les gens interpellent plus, les élus. Enfin, c'est côté aussi très conflictuel et très militant et très, on va au front et je trouve que voilà, c'est comme si tout était, dans une dynamique guerrière, tu vois? Oui, après il y a la spécificité de Pluton. C'est-à-dire que, moi j'ai beaucoup, essayé de comprendre ça. Pluton est relié au pouvoir, hein, on le sait. Voilà. Mmh. Et Pluton, bon, ça peut être attention, hein, je veux pas diaboliser Pluton, de même qu'on a arrêté de diaboliser Saturne, c'est pareil. Pluton, c'est l'alchimiste, Pluton peut changer beaucoup de choses, donc il y a un côté très positif dans Pluton. Mais d'un autre côté, Pluton corrompt. Il y a une corruption. C'est tout à fait plutonien. Et on se retrouve avec des multinationales extrêmement polluantes qui font de la publicité pour nettoyer la planète, etc. Alors que par en dessous, et là, c'est là où on a une relation Raoult-Pluton, parce que Raoult, les Indiens disent que Raoult, ce sont les manœuvres secrètes. Hein, il y a tout un côté tout un emploi souterrain, caché, secret, qu'on a chez Pluton. Donc Raoult, Pluton au carré, quand même, quoi. Hein. C'est pas facile. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça je trouve que ça rend quand même ça aussi plus visible et il y a une forme de ça vient s'amplifier, mais il y a une mise à nu, tu vois? Parce que c'est aussi ça Pluton, c'est vraiment ce OK, il y a cette vérité qui peut éclater. Pour moi, c'est aussi un mot-clé, fort, plutonien, tu vois? C'est la vérité et je trouve que j'ai l'impression enfin, c'est ça qui est génial avec l'astrologie, c'est qu'on peut interpréter de manière, heu, on se dit on va imaginer des potentiels qui peuvent être, voilà, assez, terrible et puis on peut, aussi voir comment, le potentiel terrible cohabite avec le potentiel exceptionnel et comment aussi, les 2 s'alimentent et coexistent ensemble et je trouve que là, on est au paroxysme de ces dynamiques. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Pluton, pour moi, c'est un peu un comment dire? Tu sais, une planète, l'octave supérieure de Mars aussi, vu le lien qui a été fait avec, le Scorpion et donc on va dire que c'est, pour moi enfin c'est pas Mars, mais c'est voilà, c'est une vie c'est comme Uranus avec Mercure, tu vois? C'est vraiment, Pluton est plus proche du Mars Scorpion que du Mars Bélier. C'est pour ça qu'il y a cette relation à l'autodestruction. Hein, le Bélier, Mars, c'est l'action tournée vers l'extérieur. Mais Pluton, le Scorpion, c'est l'action qui peut transformer l'intérieur en champ de bataille. La bataille se retrouve intériorisée. mais elle est mentale aussi, elle est psychique. On est sur la stratégie, c'est le stratège. Le Bélier, c'est le type qui va sur le terrain. Enfin, tu vois? C'est les 2 types de combattants, quoi, donc mais là, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, on a ces 2, on a ce côté terrain très, action et puis en même temps, on a tout ce combat, de pouvoir aussi qui est psychique et qu'est-ce qui se passe sur le terrain et qu'est-ce qui se passe aussi dans les rouages, en sous-marin, en fait. Donc il y a une tension aussi, je pense, entre ce qui d'un coup était, invisibilisé ou qui était tenu, en sourdine et qui est vu et comment aussi, voilà, les choses, entre le visible et l'invisible et sur la prise d'action, sur les luttes de pouvoir. Pour moi aussi, là, ce qui s'est passé en juillet avec l'affaire des violences policières, pour moi, il y a tout à fait ces thématiques-là aussi, tu vois? Entre, tiens, c'est visible alors que c'est invisibilisé normalement. Ben, on est encore une fois sur ces luttes de pouvoir et enfin, c'était assez flagrant et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent du fascisme français qui est en train de se développer aussi. Bon après ça, c'est en fonction
des orientations politiques de chacun et cetera. Mais je trouve que c'est quoi le pouvoir, en fait? Il y a une Qu'est-ce que c'est vraiment le pouvoir et comment est-ce qu'on prend et agit avec ce pouvoir-là? C'est des questions qui sont posées justement avec, le nœud nord en Bélier et ce fameux carré à Pluton qui dure, toi, tu disais, on est en plein dedans jusqu'à quand là sur ce carré, Plus ou moins jusque novembre. En fait, ça durait, quand j'avais fait un peu un travail sur, bah, comme tous les astrologues un peu, hein, sur les prévisions 2023, et je m'étais dit: «Bon, en fin de compte, le carré Uranus, Saturne est terminé, ça va mieux. Pluton rentre en Verseau, il va se passer des tas de choses». Ça, on en a, voilà, il y a vraiment énormément de choses à dire et cetera, mais on a ce fameux carré des nœuds lunaires à Pluton, qui a coloré et qui continue à colorer toute cette année 2023 et qui s'est renforcé avec le passage des nœuds, effectivement, en Bélier Balance, donc avec, comme Pluton a rétrogradé en Capricorne, et je pense qu'il y en a à peu près jusqu'au mois de novembre, quoi. J'aime bien prendre, c'est toujours difficile à dire, mais dans les 6 degrés d'orbe, 5-6 degrés d'orbe, plus ou moins, quoi, hein, mais il y a quelque chose qui est intéressant, sur ce passage des nœuds et c'est vrai qu'on focalise pas mal sur le mois de juillet, mais c'est qu'on a eu 2 lunaisons en avril, fin mars, fin avril. Tu sais, on a eu d'abord une nouvelle lune en Bélier fin mars et on a eu la première éclipse en Bélier alors que le nœud nord était en Taureau, donc on il y avait cette espèce de demi-teinte assez particulière où quelque part, je pense que pour moi, c'était moi je l'ai décrit comme ça, beaucoup comme une sorte de teaser. C'est très intéressant, je trouve, ces, éclipses qui annoncent le passage des nœuds. En même temps, on reste sur les thématiques des nœuds quoi, précédents. Donc là, c'était le nœud nord en Taureau et comment je pense qu'il y a des choses qui sont venues s'activer et qui sont venues là ensuite s'ancrer au mois de juillet. Et il y a quelque chose que je trouve super intéressant que tu as dit au tout début et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est comment, on est passé de Raoult, donc du nœud nord qui était dans le signe du Taureau, dans un signe vénusien et Kétou, donc le nœud sud dans un signe martien, donc le Scorpion. Et là, comment est-ce qu'on est finalement dans une continuité? Donc moi, ce que j'appelle souvent, pour moi, c'est vraiment des diptyques. Ça veut dire qu'on est sur des mêmes thématiques martiennes, vénusiennes. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, un peu une épopée en 2 temps, tu vois? Et là, on bascule avec un Raoult nœud nord en signe martien, le Bélier et ensuite, Kétou, nœud sud dans le signe, de la Balance et vénusien. Donc là, comment est-ce que, on a porté on va dire, voilà, ces 18 derniers mois, un nœud nord en signe vénusien et comment est-ce qu'on bascule sur un nœud nord en signe martien et en plus dans le premier signe qui plus est quoi, le Bélier, qui a une symbolique aussi, très, très particulière. Pour toi, qu'est-ce que ça vient raconter comme ça, cette espèce de diptyque? si on se concentre d'abord sur le nœud nord, Mmh, il passe du Taureau au Bélier, et ça a été important ce passage du nœud nord en Taureau, parce que ça fait plusieurs années qu'on a Uranus en ouais. Taureau. C'est le signe de la terre, Depuis 2018, je précise. de la terre nourricière, quoi, Ouais. hein, c'est le Taureau, et on a beaucoup parlé d'ailleurs d'écoféminisme. On a eu la conjonction de Jupiter avec Raoult, avec le nœud nord. Donc tout ça, ça a bien souligné le taureau, ça a été quelque chose de très fort. Je pense qu'il a beaucoup participé à une grosse prise de conscience écologique, et pas seulement. Hein, parce que quand on parle d'écoféminisme, ça veut dire aussi que il est temps que l'humanité comprenne qu'on ne va pas changer la vie, on ne va pas changer la planète si on n'arrête pas cette différenciation complètement incompréhensible quelque part entre l'homme et la femme. Hein, on a un besoin total d'équité à tous les niveaux. C'est tellement évident, on se demande pourquoi. Enfin bon, Oui et l'humain aussi et la terre, parce qu'en fait, cette logique-là, c'est vraiment ce côté de cliver l'humain et la toute-puissance de l'humain sur, notre environnement et la terre, comme l'homme et la femme, en fait.
Et donc le fait que Raoult maintenant passe en Bélier, après tout ce passage, met des énergies taureaux qui restent riches. On n'oublie pas que Jupiter et Uranus sont ensemble en taureau jusque l'année prochaine, hein, pendant un long moment. Uranus va rester en taureau. Donc on peut se dire que le côté expérience, déploiement, agrandissement, augmentation du nœud lunaire nord peut s'appliquer au bélier. Donc ça nous donne des espoirs de dynamisme, d'action, de mise en branle, de projet. Hein. Le bélier, c'est le signe des projets, c'est le signe de l'enthousiasme, etc. Sur le bélier, il y avait un sujet que je trouve qui est jamais abordé, c'est aussi la dimension, spirituelle du bélier et l'archétype en tant que tel qui revient déjà dans en fait, dans les civilisations pré-chrétiennes, autour de ce côté tête, chef de file, parce que le bélier mène, les brebis, tu vois? Et après ça a été repris par le christianisme et le bélier, l'agneau, tout ça, enfin associé à Jésus-Christ et cetera. Donc il y a toujours eu cette espèce d'image. Après, on sait enfin c'est utilisé à C'est un peu l'ère des héros, ouais, hein, l'ère du bélier quelque part, quoi. Avec, pour moi, le héros solaire qui est très important comme figure, comme archétype, parce que l'être humain doit tendre vers le héros solaire. Et le héros solaire, il est à la fois, enfin, au niveau des archétypes, il touche au lion, il touche au bélier. ouais et puis tu as le soleil qui est exalté aussi dans le signe du bélier, donc en maxi, voilà, C'est qui est en toute voilà, puissance ouais. et lié à ces Mmh. archétypes anciens, tu as aussi, Amon-Ra qui est le dieu égyptien créateur, enfin et qui est le dieu un dieu bélier. Donc en fait, tu vois vraiment, c'est hyper intéressant de toute Oui. façon à chaque fois parce que peu importe les cultures, tu vois, tu sais pas Puis pourquoi après, alors attends, parce que là, tu risques de oui, je nous sais. emmener un peu loin. Non mais Parce que quand on parle d'Amon-Ra, non, mais si tu veux, alors là, je suis plongé dans ces recherches. Je fais des liens entre ouais, Apophis, qui est le serpent, l'ennemi du oui, soleil, et le serpent bah des oui, nœuds oui. lunaires, le serpent des éclipses. Donc, et quand on rentre là-dedans, waouh, plonge vraiment, c'est fantastique. Là, on est dans une dimension astrologique absolument Ben là, c'est ce que géniale. enfin, avec les Vrai. tu sais, avec les décans, j'arrête pas de consteller, sur voilà, culturellement sur, les archétypes et comment est-ce qu'ils ressortent dans les croyances. Donc c'est pour ça aussi le bélier, je suis là, c'est incroyable. C'est comme D'accord. le serpent effectivement que, tu as telle culture qui va se retrouver à tel endroit, à une autre, enfin et qui a cette concordance et cette espèce d'accord et tu te dis: «Mais comment est-ce on décide que cette biquette» non, parce que quand même, enfin, tu vois, le taureau, tu comprends le côté majestueux, enfin et qui revient enfin, c'est intéressant aussi parce que là, on enchaîne les 2 bêtes à cornes, tu sais, qui ont des fonctions très différentes parce que tu avais Oui, tu as le taureau qui est aussi la fécondité par excellence et en fait, c'est intéressant parce que le taureau et le bélier sont 2 types de fécondité et sont 2 archétypes qui sont liés à ce côté voilà, beh, avril-mai aussi, hein, on est sur les mois, de renaissance, tu vois? Donc mais c'est oui. hyper intéressant, On dit toujours le taureau, mais il faudrait dire la vache aussi, quoi. Toute cette oui, aussi. notion de Ouais. vache qui était sacrée également en Égypte, comme elle est sacrée en Inde, et qui est vraiment la nourricière, et qui est liée à la méditation, qui est liée au calme de l'esprit, à toutes ces choses. D'accord? Donc en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, il y a ce passage du taureau au bélier qui donne des espoirs dans le sens de mettre en œuvre, de mettre en action tout ce qui se passe en taureau, avec Uranus, ensuite avec Raoult, qui vient de passer 1 an et demi en taureau, avec Jupiter qui est en taureau depuis combien de temps? 2, 3 mois, quelques mois, et avec la conjonction Jupiter-Raoult, on a eu la conjonction Raoult-Uranus, etc. Donc toutes ces énergies. Et puis on a l'autre côté. C'est-à-dire que Ketu dans le Scorpion nous a fait beaucoup travailler sur justement les profondeurs du Scorpion. Donc le pulsionnel, la sexualité, la relation à la mort, la relation à la renaissance. Et maintenant, Ketu qui rentre dans la balance, eh bien, doit nous tourner vers Vénus, vers l'amour, vers la beauté, vers l'esthétique, vers la sensualité, vers la vie en définitive.
Donc, on a l'impression que tous les travaux très importants qui ont eu lieu dans l'axe taureau-scorpion peuvent, en signes cardinaux, bélier et balance, se concrétiser. En tout cas, il y a des possibilités de concrétisation de tous ces travaux qui ont eu lieu en scorpion taureau. Et c'est pour ça, ouais, que je te demandais, enfin, que je parlais aussi, tu sais, de la thématique, heu, du bélier, archétypal et puis qui revient et tout ça culturellement, parce que je me suis dit, hem, est-ce que ben, là, c'est vraiment mon côté jupitérien, très positif, mais est-ce que on peut imaginer ou envisager qu'il y ait des belles grandes initiations, tu vois? Qu'il y ait des belles grandes prises de position avec le nœud nord dans ce signe du bélier? Autant qu'évidemment, des choses qui, sont profondément conflictuelles et problématiques et difficiles et même violentes, tu vois? Enfin, qui nous éclatent un peu, à la tête. C'est le là, on est vraiment dans la thématique du bélier, parce qu'il y a ce côté faire face avec le bélier, tu vois? Mais il y a aussi, prendre la tête et mener et en fait, il y a autant cette, dualité de l'adversité que, de la dépasser et il y a une phrase que j'ai entendue de manière totalement, random sur Instagram, enfin et c'était, une actrice qui disait que, sa mère devait être bélier parce que c'est vraiment un conseil de mère bélier, qui lui disait: «Pour chaque coup que tu reçois, c'est un boost, en fait. C'est un tu vois, c'est un moyen de te relever et de créer quelque chose de ça, en fait» et je trouve que ça, c'est aussi typique de l'énergie bélier qui va prendre toute la voilà, tous les conflits, toute l'adversité, les difficultés comme un moyen de comme moteur, en fait. Disons que l'énergie bélier, c'est sûr que c'est pour ça que j'aime bien utiliser, le mot enthousiasme pour le bélier. Parce que, bon, voilà, tous les béliers, on connaît les béliers ou les ascendants béliers, ce sont des gens qui ont toujours, 5 à 10 projets en cours et même s'ils ne réalisent qu'un projet qui est en cours, ils réalisent quand même, 10 fois plus de projets que les autres signes. C'est vraiment, le signe qui aime faire des choses, qui aime lancer des idées, qui aime avancer. Donc ça, c'est le bon côté. Et il est tenu par cette énergie martienne très positive, hein. Évidemment, il y a un immense dynamisme. Par contre, il y a un bémol, c'est que c'est un signe de feu martien et le carburant, s'il s'épuise, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Le bélier, comme tous les signes de feu d'ailleurs, mais le bélier particulièrement, il va se pousser, se pousser, se pousser, mais à un moment donné, il risque l'épuisement, et là, il faut qu'il dorme. Il faut qu'il dorme. Et s'il dort pas, alors que par exemple, l'énergie scorpion, martienne également, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Et on dirait, on a vraiment cette résilience totalement increvable que le bélier n'a pas. Par contre, le bélier, il est plus lumineux, il est capable, voilà, il faut changer le monde. Allez, on y va, on change le monde. Et on se bat, et on avance, et on va de plus Il y a une en plus loin. naïveté, hein. Il y a une naïveté aussi, hein. Il y a une candeur des fois de Il y a une forme d'innocence, une forme d'innocence. ouais. Tant mieux quelque part, évidemment. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, là on parle du carré à Pluton. Bon, ce carré à Pluton, il nous lâche en novembre. Et après, si on regarde la progression des nœuds, eh bien jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand Raoult va se conjoindre à Neptune, il n'y a plus de contact. De contact, je veux dire vraiment long et sérieux, parce qu'il peut y avoir des demi-carrés, des petits parallèles de déclinaison, tout ça, mais il n'y a plus de contact vraiment sérieux avec les transsaturniennes, ni avec Saturne, et quasiment même avec Jupiter. Il y a juste des demi-carrés qui passent, etc. Moi, je trouve que le seul gros morceau, c'est la conjonction à Chiron. C'est le seul gros morceau. Et il me semble que c'est vraiment important. Si on prend toujours pareil, 6 degrés d'orbe, ça commence dans un mois en fait. Ça commence dans un mois. Avec le nœud lunaire vrai, Ouais. ça commence dans un mois et
ça ça se termine, ça se termine au mois Ouais, de bon, mai l'année OK. prochaine. Parce qu'en fait, Chiron, il est très lent en Bélier, hein. Il a une orbite un peu spéciale, donc il est lent en Bélier. Je crois qu'il fait je sais plus s'il fait 7 ans ou 9 ans, un truc comme ça en Bélier. Et Oui, en en tout fonction cas, des signes, il passe vite et ouais, ouais, un peu, d'ailleurs comme Pluton également, hein, mais ouais. disons aussi que c'est une orbite très elliptique. Donc il est vraiment installé vers le milieu du Bélier. Et la conjonction exacte se fait à 16h45 du Bélier et c'est le 19 février. Au départ, on peut se dire oui, mais pourquoi? Déjà, Chiron, moi je le regarde, je fais très attention à Chiron, je ne veux pas totalement rentrer dans tout ce que tout le monde raconte, etc. Mais je pense qu'on est obligé d'accepter le fait que Chiron semble avoir une relation avec des, on va dire, avec ce qui touche de près ou de loin à la guérison. Si on parle en termes collectifs, évidemment, on se dit, bon, est-ce que c'est possible de guérir la Oui, conscience humaine, de guérir la Terre, de guérir la planète, de tous les problèmes que nous évoquions juste avant, entre autres avec Pluton, c'est-à-dire le masculin le aussi? masculin, l'avidité, Ouais. la peur aussi. C'est-à-dire tout ce qui fait que nous détruisons nos vies et que nous détruisons la planète. Hein, ce sont nos problèmes de conscience qui font que l'être humain qui est né sur une planète extraordinaire passe son temps à la détruire, passe son temps à se faire des guerres les uns envers les autres, etc., etc. Et comme on sait que les nœuds lunaires, en tout cas moi c'est Ouais. vraiment ma conception, sont liés à des circonstances, à des événements, à des rencontres, à des expériences obligatoires. Hein, on avait parlé un peu du nectar Oui, ouais. d'immortalité la dernière fois, et donc à ce sens profond, on peut admettre que la rencontre qui dure des mois dans le signe du bélier, avec tout ce qu'on vient de dire, donc le terrain hein, qu'on vient de décrire, le bélier, eh bien cette rencontre de Raoult avec Chiron en plein milieu du bélier, qui dure 7-8 mois quasiment, quoi, ça peut être très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Et après, bon, il y a aussi le fait que ça, c'est un peu toutes les recherches que j'ai faites depuis quelques mois, c'est que on s'aperçoit, hein, si on cherche à regarder, pour ça, il faut voir un peu les tableaux, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a des liens extrêmement étranges entre Chiron et les nœuds lunaires. On a là, par exemple, la même position de Raoult et Ketu lors de la découverte de Pluton et lors de la découverte d'Uranus. Lorsque Pluton est découvert, 1930, Raoult est à 5 du taureau. Lorsque Uranus est découvert, 1781, 150 ans avant, Raoult, 5 du taureau. Lorsque Chiron est découvert, il est à 3 du taureau. OK, improbable. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que, alors attends, il faut que je vois, lors de la conjonction donc de Raoult à Chiron le 19 février 2024, eh bien, Chiron sera à 16 degrés du bélier. Et bizarrement, ça correspond très très étrangement à la découverte de Chiron. C'est-à-dire que quand Chiron est découvert, lui-même est à 3 du taureau, comme je l'expliquais, mais lorsqu'il est découvert, Raoult et Pluton sont en conjonction à 15 degrés de la balance. Donc avec Ketu à 15 degrés, 16 degrés du bélier. Et la conjonction dont nous parlons en 2024, eh bien, se passe sur ce degré. Donc, on a comme si les cartes qui ont été battues à la découverte de Chiron, tout ça, revenaient en place d'une façon tout à fait extraordinaire.
sans l'ombre d'un doute qu'il y a des liens majeurs entre les nœuds lunaires et Chiron et que ces liens majeurs nous ramènent à Pluton, à Uranus également et parce que le dernier point, tu vois, qui m'avait fait c'est ça qui m'a fait travailler là-dessus, c'est que lorsque Pluton est rentré en Verseau le 23 mars dernier, où était Raoult? À 4 degrés du Taureau, sur le lieu de découverte de Chiron. Chiron. Moi, je dis Chiron, mais Chiron. Oui, oui, moi Il je a ne été sais dé jamais. oui, Les on s'en fiche, on s'en fiche. les anglo-saxons, ils disent Chiron, donc c'est un peu voilà. Oui, 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 voilà. Mais, il a été découvert en 77, si je me rappelle bien. Oui, Voilà oui, et en fait, là, ce qui m'intrigue et je savais qu'il allait faire ça allait être vraiment le retour de Chiron, voilà, ça arrive bientôt, en fait, hein, parce que là, on est dans les derniers, enfin, on est à je sais pas exact tu m'avais dit 16, c'est ça? c'est dans On est à 15. ouais, c'est dans 2-3 ans son retour, oui. Ouais, parce qu'il est ouais, il est en conjonction à mon soleil en ce moment, donc ça va, je sais. Ça devrait être c'est 2027, je crois, un truc C'est comme ça, ça. ouais. Mais là, c'est quand même super intéressant parce que du coup, ça t'invite à te dire en 77, tu vois? Là, j'ai pas le moyen Oui, de le regarder parce qu'on discute, mais écologiquement parlant, je pense que c'est les débuts effectivement, enfin de l'écoféminisme, donc voilà. Mais écologiquement parlant, on était aux prémices de, il se passe quelque chose, le réchauffement climatique. Je oui, connais pas les dates exactes, mais je pense que je crois me souvenir que c'est apparu à ce moment-là, cette conscience, peut-être de, ce qu'on est en train ouais. d'infliger, en fait, à notre environnement. Le 1er, grand écologiste français, c'était René Dumont et il s'était, présenté donc, en 74 à la présidentielle. Oui, donc Ouais on a cette et visibilité, oui. tu vois? Oui, oui, c'est le moment où, les gens les plus éclairés bon, attention, ça remonte, c'est beaucoup plus ancien déjà, mais ça sort dans la conscience collective. Voilà, c'est le moment. Oui, Oui, bien sûr, mais mmh, collectivement, tu vois? Voilà, d c'est ça me fait penser, tu vois, aux astéroïdes. Il y a un peu une dynamique similaire. Tu as Olympe de Gouges en 1780, c'est hein? 93 ou la Révolution, elle a été décapitée en Ouais, 93, je voilà, mais tu vois, voilà, c'est en 1704 enfin, c'est avant la Révolution et elle fait, c'est quoi la déclaration de la femme et de l'être humain? Enfin, je me souviens plus comment, oui, 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 c'est bon, ce genre-là, oui. voilà. Déclaration de la citoyenne ou je sais C'est plus ça, quoi, mais exactement. Bon, c'est un mmh, postulat, c'est vraiment, disons la première une des premières féministes et puis, en fait, tu as tout de oui, suite, en 1801, tu as d'un coup les premiers corps célestes qui sont nommés par, des noms de femmes, en fait, qui sont les alter ego de Zeus, d'Uranus et les tu vois? Et tu as oui, Junon et cetera. Vesta, Pallas et en fait, c'est souvent ça aussi avec l'astrologie, c'est après c'est la dimension collective évidemment que, je veux dire Olympe de Gouges si elle a écrit ce qu'elle a écrit, c'est qu'il se passait déjà des choses en amont, avant, si elle a eu l'espace oui, d'initier le débat, on va dire ça. Mais il y a toujours un moment où ça prend une ampleur collective et puis naturellement, on vient à nommer et c'est les astronomes qui nomment, hein, qui nomment, un corps céleste, lié je dirais aux prises de conscience du moment ou de l'époque et là, c'est Chiron en 77 et qui plus est dans le signe du Taureau. Donc là, c'est quand même super intéressant de voir l'archétype de la blessure et de la guérison. Enfin, ce qu'on est vraiment enfin, si on doit résumer, c'est la résilience. Donc c'est vraiment ce côté, blessure qui vient se transmuter. En tout cas, on l'espère, on va dire ça comme ça et là, comme tu dis, lié à tous ces cycles, effectivement, il y a quelque chose où on arrive aussi sur la fin sur la fin du processus et sur le retour de Chiron, donc ça, c'est quand même super intéressant, qui va arriver dans les années à venir et il y a quelque chose qui se joue là sur l'axe Bélier-Balance, qui était déjà, comme tu disais, activé. Donc il y avait cette dualité entre, l'axe Bélier-Balance et l'axe, Taureau-Scorpion, qui était déjà activé à l'époque, qui est activé aujourd'hui et donc comme tu dis, un rebattage de cartes. Symboliquement, là, on a parlé là de,
de Pluton et de Raoult. Bon, c'est quand même très, très intéressant. La conjonction Pluton-Raoult, hein, bon, pour les gens qui ont ça de naissance, il faut savoir que c'est quand même Oui, collectif, qu'il faut faire très attention dans l'interprétation. Mais au niveau purement collectif ou purement symbolique, c'est une démultiplication de Pluton, de la recherche des sensations, et donc il y a un côté forcément autodestructeur. Et il est très intéressant de voir que c'est pendant cette conjonction que Chiron apparaît. que Pluton est découvert, Ouais. Et ouais, la qu'il blessure, apparaît, ouais. Dans un signe vénusien. qu'il c'est-à-dire, pour moi, plus que la blessure, c'est la guérison, les soins, Ouais. les soins. Pour ce qui est de la blessure, bon, parce que je me méfie quand même énormément des interprétations qui sont trop mythologiques. Ouais. La cause de la blessure, c'est Pluton Raoult. Dans Pluton Raoult, on a l'avidité. Oui, On a vraiment l'avidité de l'être humain qui détruit la Terre. Et le fait que, effectivement, pendant cette conjonction, on a la découverte de Chiron, c'est fabuleux, il y a quelque chose qui se passe, et que l'an prochain, enfin ça commence, comme je le disais, ce mois de septembre, mais que l'an prochain, en février, on a conjonction exacte de Raoult et de Chiron sur, sur l'opposition du moment où Chiron a été découvert. Donc, hein, puisque c'était en balance, comme tu dis, Pluton Kétou, Pluton Raoult, donc sur le Kétou de la découverte, Kétou qui est relié au sens. Donc sur le Kétou de la découverte de Chiron, on a, moi je peux pas m'empêcher, comme moi je suis pas forcément optimiste à 100%, mais je peux pas m'empêcher de me dire ah il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité de transformation qui se passe à ce moment-là, de compréhension véritable. Il y a quelque chose en tout cas. Ça peut vraiment toucher la conscience ce qui profondément. est intéressant, c'est l'emphase vénusienne déjà, qui est ultra présente. Tu as cette conjonction nœud nord, Pluton dans le signe de la Balance et tu as Chiron qui est découvert, en Taureau. Donc déjà, OK, il y a quelque chose, de très intéressant. En plus, il faut savoir qu'il y a eu une Oui, conjonction aussi Saturne-Pluton, hein, dans le signe de la Balance, on va dire peu après, enfin dans voilà. Donc c'est quand même, cet archétype de la Balance aussi, il a été à cette époque quoi, fin 70 début 80, ça a quand même été, ça a été costaud. Donc d'un coup, c'est intéressant aussi de voir ce Chiron peut-être aussi comme une sorte de présage, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui annonce quand même qu'il y a des enjeux à adresser et tu vois que ça escalade aussi, enfin, les choses sont pas simplifiées, quoi, dans les années proches, qu'ont suivi cette conjonction Pluton, nœud nord. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui donne le ton aussi d'une, tu vois? C'est ça, les nœuds de toute façon, c'est un process. Donc en fait, en général, c'est annonciateur d'un changement ou d'une comme tu dis, de grands débuts, de grandes fins, de redistribution des cartes sur l'axe en question. Donc on voit qu'il y a ça travaille en profondeur et c'est surtout ça que ça raconte. Et puis là, on a ce, nœud nord en Bélier qui rentre, donc aussi le nœud sud qui est tout, en Balance, donc qui revient. Et on est en plein, Vénus rétrograde, dans la foulée quoi, juste après. Enfin et tu as encore cette emphase vénusienne, il y a encore ces enjeux, autour de, bah, ouais, de l'environnement, là aussi la conjonction Jupiter-Uranus qui se prépare pour début 2024 parce que ça aussi, ça va être quand même assez intense, c'est pas rien, et donc on a encore cette surthématique comme tu dis, c'est une inversion oui, des nœuds, c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, au ouais, moment où Chiron a été découvert, sauf que là, cette oui. fois, il fait la conjonction nœud Il nord. y a la conjonction nœud Donc nord, mais sur le nœud sud de sa découverte. alors pour ceux qui nous écoutent, ça doit être un peu intense. Donc on a quelque chose de très subtil, quoi. Ouais, Complètement, donc là, ça vient vraiment raconter et on voit, enfin au niveau astrologique, dans la logique astrologique, une continuité avec ce moment de découverte et c'est tous ces enjeux qui se sont passés à ce moment-là et là, cette inversion qui a lieu, en plus, on sort d'une conjonction Saturne-Pluton alors qu'avant ça annonçait la conjonction Saturne-Pluton. Enfin, tu vois? Tu peux continuer de voir en fait cette inversion,
s'opérer et je pense ce lien, cette boucle, en fait, c'est une boucle un peu temporelle de ce qui se passe à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, comme une sorte de continuité et comme si, peut-être, oui, ce qui s'est passé dans les années 70, autour des enjeux du Taureau et de la Balance et des signes vénusiens et de la façon dont on vit, les archétypes vénusiens, comment est-ce qu'ils sont, réexplorés et retravaillés et peut-être, vécus ou actés, avec, le nœud nord en Bélier différemment. Il y avait aussi un truc que j'avais envie d'adresser et je sais que enfin, toi, c'est peut-être moins ton sujet, mais lié à Eris, là, Eris, elle est à 24 degrés, donc en fait, en soi, là, le nœud nord va, croiser Eris avant de venir retrouver, Chiron, D'accord. dans la trajectoire et en Oui, fait, au niveau, tu sais, du mouvement MeToo, oui, parce qu'on parlait de la corrélation vénusienne avec les femmes et la Terre et en fait, on voit aussi comment il y a cette cohésion entre, l'évolution des, de la cause, en fait, environnementale qui est aussi l'évolution de la cause féminine, hem et on voit aussi qu'il y avait une vague, hein, de féminisme dans les années 70 donc je veux dire, il y avait les enjeux environnementaux, les enjeux, mmh, voilà, de la place des femmes dans la société aussi dans les années 70 où il y a eu énormément ça a énormément bougé et là, ce qui m'interpelle, c'est que, la dernière fois que je pense j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a eu je sais pas si c'est la dernière fois qu'une planète, lente a fait une conjonction à Eris, mais en tout cas, en 2016-2017, Uranus a fait une conjonction à Eris et on est dans toutes ces thématiques du mouvement MeToo et en fait, tu as cette espèce d'explosion, autour des femmes, une espèce de colère collective et puis, le fait de vraiment dire, «Ça suffit» ou en fait, où on a toutes vécu ça. Enfin, j'ai vécu ça moi aussi et je suis en colère. Et il y avait cette espèce de libération, enfin cette espèce de libération de la parole qu'on vit et qu'on continue de vivre depuis. Où en fait, maintenant, il y a une énorme transparence alors qu'avant, il y avait quand même un tabou, généralisé. Et là, ça m'interpelle, tu vois? Parce que je me dis: «En fait, le combat environnemental», parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de dire, hein, simplifié, hein, sans en sortant un peu de nos basques d'astrologue, c'est qu'en fait, si je résume un peu, pour nous, le combat du nœud nord oui, en Bélier et les conflits qui peuvent être amenés aussi de ce nœud nord, ils sont fondamentalement liés aux dynamiques de Chiron, dans la dynamique du Taureau aussi. On est encore très ancré dans, ces enjeux environnementaux, potentiellement ces enjeux féminins, et de la cause des femmes et pour moi, tu vois, il y a encore c'est pour ça, j'ose dire, est-ce qu'il va y avoir des enjeux autour de la cause féminine qui vont continuer d'émerger ou des problématiques et tu vois, là, il y a eu, une grosse régression aux États-Unis aussi, tu vois? Il y a eu, Wade, versus Roe, enfin, tu vois, le fait de il y a une régression dans les pays occidentaux sur les droits de la femme, et une sorte de fascisme et d'extrémisme, sur le corps des femmes aussi tu vois, ouais, il y a ouais. encore cette lutte donc je me dis: «Bon, est-ce que voilà, est-ce qu'on va, au travers de ces nœuds, dans les mois à venir, comme tu disais, autant peut-être avoir des enjeux très Eris ou des enjeux aussi, très, chironiens, apparaître?» En fait, c'est assez intéressant. Mais déjà, je voudrais remarquer, là, tu disais, dans les années 70, il faut pas oublier qu'il y a eu, tout le passage Uranus est passé en Scorpion en 75. Donc tout Mmh. le début des années 70, c'est Uranus Ah en ouais. Balance, ouais, et qui correspond exactement à ce que tu disais, quoi. On a et ensuite Uranus en Scorpion, il bouleverse pas mal de choses, hein. Il y a un passage, entre Uranus en Scorpion, on parle beaucoup, hein, la révolution, les 70s et cetera, mais c'est beaucoup ça, quoi. Uranus Balance, Uranus Scorpion, ça a beaucoup marqué, quoi, hein, ça c'est sûr. Oui, puis révolution sexuelle en fait, Tout à juste. fait. Enfin, Oui, voilà oui, quoi. la libération à de très, très, très nombreux niveaux. D'ailleurs, quelquefois, bon, moi qui ai vécu, c'était vraiment ma jeunesse et Ouais. je trouve qu'il y a eu une forme de régression depuis. Pour revenir aussi, il y a une remarque que je voudrais faire sur Chiron en espérant que je ne vais pas trop loin, mais c'est quelque chose quand même qui me travaille. Donc, c'est, hein, tu connais l'Inde, tu connais bien les notions d'avatar. Comment ça se fait qu'on a un astre qui est une espèce d'astéroïde cométaire,
pour l'instant, c'est ce que disent les scientifiques, avec une orbite compliquée. On ne peut pas remonter à plus de 600-700 ans en arrière, je crois. Enfin, c'est un peu compliqué. Et qui débarque justement à cette époque-là. Justement à une époque qui est complètement révolutionnaire, mais qui nécessite, je veux dire, dans la théorie des avatars, les hindous disent lorsque la Terre est en danger, la divinité, d'une façon ou d'une autre, va intervenir. Alors normalement, on a les avatars, on a Rama, Krishna, Parashuram, etc., etc. Bon, hein, il y a les plus connus parce que normalement, il y a plein d'avatars de Shiva, plein d'avatars de Vishnu, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, moi j'aime en tout cas imaginer, que Chiron est une sorte d'avatar planétaire. C'est-à-dire Chiron débarque au moment où on en a le plus besoin. Et bizarrement, et c'est pour ça qu'en recherchant après, en remontant jusqu'à moins 570 et tout ça, à l'époque, on peut même pas savoir où Chiron était. C'est impossible. On ne sait même pas s'il était là, si c'est pas intégré après, mais quand même, bizarrement, on voit que l'âge axial de moins 576 avant Jésus-Christ, n'oublions pas que c'est l'époque de Pythagore, du Bouddha, de Lao Tse, de Mahavira, des Upanishads les plus... Enfin, c'est l'époque la plus intelligente de l'être humain, en fait, hein, cette époque-là. Eh bien, Aldébaran est à 3 du taureau. On a remarqué que beaucoup tournent autour de cette étoile, ça c'est les travaux de Fanchon-Pradalier dont je parlais, mais Chiron, bizarrement, va être découvert sur ce deuxième, troisième degré du taureau. Donc, dans la continuité d'une histoire de 2500 ans, on a une pièce majeure qui vient s'intégrer à un moment donné et qui, cette année, comme je disais, lorsque Pluton entre en Verseau, eh bien, bizarrement, on a justement le nœud lunaire qui est au même endroit où a été découvert Chiron, etc., etc. Enfin, c'est absolument fabuleux. Ce qui fait que j'ai quand même l'impression que 2023-2024 sont des années très spécifiques qui peuvent mettre en scène l'action de... Bon, j'aime bien l'appeler Avatar, on s'en fout un petit peu, quoi, mais... Oui, mais ça oui, oui, c'est ta perspective, mais qui est très intéressante aussi parce Mmh, que je trouve ça intéressant qu'en fait, on mmh, puisse pas le tracer. On puisse pas le tracer et qu'il arrive incroyable. comme ça et Oui, enfin, il apparaît quoi et en fait, on n'a même pas l'intelligence, mathématique de savoir exactement où il se trouvait, tu vois, passé un certain stade. Donc oui, ça il est fort possible que Chiron soit venu s'insérer à un moment donné, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en sait rien. Quelque chose qui débarque, hein, c'est comme un ovni qui débarque d'un seul coup. après c'est une astéroïde donc en Ouais. fait, s'il faut, il se Mais trouvait totalement alors, ailleurs, en fait. c'est à ce niveau-là que c'est très très bizarre. Parce qu'au début, on nous dit c'est un astéroïde. Mais en fait, actuellement, enfin d'après les articles que j'ai lus, on parle vraiment d'astéroïdes cométaires. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nature physique même de Chiron. On peut pas dire non, Chiron c'est un astéroïde, non. Mais c'est pas une comète non plus. C'est pas une Ouais. planète non plus. Donc il y a vraiment le C'est côté, très... je débarque, ah, quoi. Je débarque ah oui, c'est vraiment et étrange. s'il faut, il peut Il y a quelque partir. chose comme... Enfin, on peut le voilà. perdre de vue, en fait. Et après, moi, de plus en plus, parce que ça, c'est les travaux, tu sais comment on fait des recherches, donc moi, je me suis amusé à chercher des tas de choses. C'est-à-dire, à commencer par ma vie, évidemment, vu que c'est celle que je connais le mieux, forcément, et donc des passages, des conjonctions, de Chiron sur mon thème, sur tel astre, etc., etc. Et cetera. Et je tombe vraiment sur des événements très intéressants, sur des choses extrêmement précises. Je crois que je t'en avais un peu parlé la dernière fois. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui montre que Chiron a vraiment du sens, que par rapport autant aux nœuds lunaires qu'aux autres astres, etc., il y a quelque chose qui se passe. Donc si on revient maintenant à notre sujet quand même, c'est-à-dire
Raoult qui traverse le Bélier, eh bien pour moi, c'est un peu l'acmé quoi, vraiment le sommet de son passage en Bélier, c'est sa conjonction qui dure plusieurs mois et qui va être très précise, je crois que c'est le 19 février, qui est exact, en 2024. Il y a quelque chose et qui doit correspondre. Alors je pense pour beaucoup de gens, si on a ça, si ce sont des degrés qui nous concernent de près ou de loin, évidemment, mais au niveau collectif, Aussi, sans doute, si, là, c'est sûr. c'est le plus important pour moi, c'est le plus Ça prend important. une dimension forcément collective si c'est Oui, au nœud. Ben moi, je te dirais parce que déjà, je l'ai sur le soleil depuis un moment et puis, bah, d'accord, là, voilà, je vais avoir le nœud les nœuds Chiron, donc on verra ce qui se passe en février. Je personnellement, pour moi, il y a vraiment ce principe de guérison, qui revient. Après, dans tu sais, dans mon thème, j'ai Chiron sur mon milieu sur mon n'importe quoi, sur, mon maître d'ascendant. Donc c'est une thématique, qui est présente et j'aime beaucoup la thématique de, en fait, astronomique de, l'astéroïde cométaire, parce qu'il y a ce côté je débarque et il y a aussi ce côté inattendu. Ça veut dire, en fait, je trouve que c'est mine de rien, bon, tu pas trop la dimension mythologique, mais je trouve que c'est intéressant aussi de cet être mi-homme, mi-cheval. Donc en plus, si, oui, bien sûr, c'est hyper lié, à ce côté aussi, l'humain et la nature, heu bien sûr. et sa nature et Non, la non, mais nature c'est pas que je ani n'aime pas, hein. aussi. C'est pas que j'aime pas, je trouve qu'il y a des exagérations. Oui, Quand qu'on je se vois repose des trop. interprétations qui sont uniquement fondées sur la symbolique mythologique, Ouais, non, je ça suis pas ça te d'accord. perd, quoi. Je suis pas Tu pas forcément réceptif à 200. Mais j il y a d'accord. Ouais, toujours avec le Sagittaire, il y a cette notion de, l'animal et de l'humain et aussi de la nature et de l'humain aussi, tu vois, qui réussit à trouver un surtout le centaure, parce que le c'est ça, centaure, il est animal en dessous de la ceinture. c'est ça. Donc c'est vraiment on a exactement, hein, le centaure pour moi c'est ça, c'est le Sagittaire. Je tire un arc, une Ouais, flèche vers l'infini, j'ai mon esprit qui part vers l'infini et puis j'ai mon j'ai les corps, voilà, j'ai, ma je suis bien ancrée corporéité. sur terre aussi et je joins les c'est finalement, tu vois? Ce qui est Cette une guérison verticalité, quoi. nécessaire pour l'être humain également. Parce que, Oui, le christianisme entre autres et puis, bon, l'islam et ainsi de suite, ont beaucoup trop séparé le corps de l'esprit. Heu oui, il y a cette volonté de cliver, ouais, ouais, ouais. et Descartes aussi, et ainsi de suite. Et donc oui, voilà, il faut être pur, donc on la chasteté, on fait un trait sur la sexualité, toutes ces choses. Hein, alors qu'il faut guérir l'être humain de cela. Le corps, Mais on en a besoin. C'est le corps est aussi sacré que l'esprit, quoi. Il faut pas les séparer mais de cette façon. c'est là où ce que tu dis, pour moi, ça a beaucoup de sens aussi dans ce côté électron libre parce que même, lié aux autres centaures, qui ont une réputation plutôt diabolique ou qui ont une réputation, d'être, non évolués, enfin, tu vois? Et il y a des associations à l'archétype du centaure qui sont quand même profondément négatives et vulgaires et tu vois? Enfin, des êtres, en fait, Chiron aussi, il s'extrait complètement de ça parce qu'on est face à une sorte de guide, tu vois? De sage aussi Oui, et ce que je dis souvent autour de l'archétype de Chiron, c'est qu'il y a moi je le vois tout le temps dans les thèmes astro, c'est le créateur, donc il y a une grosse dynamique de création, il y a l'enseignant et il y a le soignant et pour moi, c'est souvent les 3 façons, de le vivre. Et je le vois énormément apparaître chez les soignants, mais je crois qu'on en avait parlé. mmh, Heu, Ça parle beaucoup, beaucoup de ces enjeux de guérison, mais je le vois aussi apparaître autour de bah, en fait, après, c'est quoi, tu vois? C'est le soin, physique, le soin moral, le soin émotionnel et les soins ces soins-là sont différents et passent aussi par des pratiques différentes et je trouve que, Chiron vient, voilà, il vient, mettre tout ça en avant et cette connexion effectivement spirituelle et profondément ancrée sur terre. Donc comment est-ce qu'on joint les 2 entre nos sens et notre esprit et cetera? Donc je pense que c'est des choses que ouais, qu'il adresse fort et effectivement, c'est intéressant. Je pensais pas du tout qu'on partirait là-dedans sur Chiron, mais cette conjonction comme tu dis qui se fait au nœud nord, qui reste
Enfin, ça continue après le mois de février parce que tu me dis là, c'est en février exact. Mais on y est pour, quoi? Une grande majorité de 2024 en vrai? Oui, c'est ça à peu près. Il faut compter au moins jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de mai 2024, quoi. On a plus ou moins de septembre cette année jusque mai-juin 2024, cette très, très forte proximité de Raoult, à Chiron et qui fait vraiment sens à tous les niveaux, mais qui, à mon avis, est spéciale parce que évidemment, c'est régulier, hein, cette conjonction, on l'a régulièrement, sauf que celle-ci se passe sur le Kétou de la découverte de Chiron. Et que et donc on a vraiment, et qui nous fait le lien avec le taureau, avec la guérison, avec la terre, avec l'écoféminisme, avec tous les sujets dont nous avons débattu jusqu'à maintenant. Oui et puis qui sont, vraiment révolutionnés. Enfin là, on voit quand tu vois, c'est ce que je te disais, il y a quelque chose d'intéressant. Tu as Uranus, qui, enfin, se met en conjonction Eris en 2016-2017. Bon, voilà et ensuite il enchaîne en Taureau et on est depuis 2018 dans un travail, voilà, de fond, où je pense que là, effectivement, le débat public, gagne beaucoup de terrain parce qu'en fait, il y a encore énormément de climato-sceptiques, il y a encore énormément de gens dans le déni ou qui ont pas envie d'adresser ces problématiques, hein. Mais je veux dire que maintenant, on peut plus passer outre dans le débat public et je pense que c'est vraiment ce qu'a donné Uranus, tu Oui, vois? C'est ce côté, très volatile et en fait, quoi que tu fasses, tu vas tomber sur cette urgence et c'est aussi très, je trouve que c'est très uranien, et là, avec le nœud nord en Bélier, je pense que cette urgence d'Uranus qui est en Taureau, elle va continuer voilà, de s'inflammer, quoi, tu vois? Il y a ce côté encore plus, présent, autour de, je peux pas passer outre et je dois y faire face et je dois l'affronter et je dois aussi, décider de: «OK, comment est-ce que j'agis?» Mais ce qui est beau aussi avec Chiron ou Chiron, voilà, dans le signe du Bélier et ce nœud nord et tout ça, c'est ce potentiel de création, comme tu disais et peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui vont émerger qui peuvent être un peu radicales, même avec Uranus-Jupiter, quoi, parce que là, tu vois, il y a aussi ça, mmh, il y a plus de compromis. Autant avec Pluton-Capricorne, c'est hyper intéressant parce que c'est très tu sens que tu as le nœud nord en Bélier, qui est au centre. Il y a ce carré avec Pluton qui parle d'un certain type de tu vois, on est sur des signes cardinaux et cetera et puis après, tu as toute cette dynamique, avec le Taureau, Jupiter, Uranus qui est très innovant. Donc tu as l'impression vieux monde, nouveau monde et tu as l'impression que le nœud nord, je trouve qu'il est clivé en fait, enfin il est sollicité, ce nœud nord en Bélier, de combat et de prise de position dans 2 énergies profondément clivées et l'énergie, elle est ouais. clivée, on le ressent, hein, c'est incroyable, il y a pas d'entente possible. Je trouve que enfin voilà et je me sens aussi responsable de ça. J'ai beaucoup de mal à tu vois? On est beaucoup moins tolérants, je trouve et en même temps, tu te dis, le débat va continuer de s'enflammer et de se diviser aussi, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, là, de toute façon, on se demande jusqu'à quel point on va aller. Là, moi, en ce moment, bon, c'est tous les jours, on entend des nouvelles catastrophiques et entre autres, les fontes de glace, les fontes des glaciers, les fontes de glace de l'Arctique, l'Antarctique qui est touchée et cetera, les incendies absolument partout, les canicules monstrueuses et en même temps, je veux dire, en même temps, on nous dit, oui, Airbus et Boeing vont doubler leur flotte, dans les 20 prochaines années. Heu, là, j'écoutais un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'était hier, je crois, le tourisme spatial de Bezos, là, quand il envoie des gens faire le tour, en orbite. Eh bien, un tour en orbite comme ça, c'est, dépenses en carbone, hein, l'empreinte carbone est la même que celle d'1 milliard d'habitants. non. Ouais, c'est absolument monstrueux, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc on se dit: «Mais l'être Ouais. humain a beaucoup, beaucoup d'informations, mais d'une façon ou d'une autre, il ne comprend pas totalement».
comment passer des informations à la connaissance? Comment faire pour que je veux dire, c'est quand même assez invraisemblable. Il y a eu encore, des grandes réunions internationales et on Ouais, voit bien que autant, que la Chine particulièrement, mais les États-Unis, les 2 plus gros pollueurs de la planète, en fin de compte, ils n'avancent pas et ils continuent leur course à la croissance et cetera et cetera. Donc on se dit: «Jusqu'où on va aller?» mmh, Jusqu'où on va aller? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien s'arrêter de toute façon. Il va y avoir de plus en plus de catastrophes écologiques, le niveau ouais, de la mer va monter, et cetera, et cetera. C'est pas possible. Il faudra bien s'arrêter à un moment donné, à moins d'aller totalement vers la dystopie la plus totale. Et là, on a 3 4 milliards de morts et tout ça, quoi, hein. C'est ce qui nous pend au nez quand même. C'est pour ouais, ça, là, on disait tout à l'heure, tu disais oui, bon, on est un peu à l'extérieur de notre casquette d'astrologue, mais pour moi, absolument pas du tout. Je pense qu'un astrologue à notre époque, ou n'importe quelle personne qui s'intéresse sérieusement à l'astrologie, ne peut pas passer à côté de ces choses-là. C'est pas possible. mmh. Euh, ça fait Il y partie en de a, notre fonction. il y Non, en mais a, hein. ça fait partie de notre fonction, en tout cas normalement. Si être astrologue, c'est juste faire un peu de psychologie pour essayer d'aller mieux dans sa tête, on est loin. L'astrologie est un art sacré au vrai sens du terme. Donc on s'intéresse à toute l'humanité, on s'intéresse au sens de la vie. Moi, je n'arrête pas de me dire, est-il possible que des gens aussi intelligents, aussi incroyables que le Bouddha ou d'autres aient vécu, qu'il y ait eu des philosophes, qu'il y ait eu des gens si extraordinaires, que nous ayons eu une planète si extraordinaire, tout ça pour en arriver là. Est-ce que c'est possible? Ça me semble, je sais pas, il y a quelque chose qui choque mon intellect à un niveau très profond. Je me dis non, c'est quand même pas possible. Obligatoirement, il devrait y avoir un sursaut. Il doit y avoir une compréhension. Et nous, en tant qu'astrologues, eh bien, on en fait partie, hein. Une grande partie de notre fonction, c'est d'éveiller les gens à tout ce qui se passe et de les éveiller au niveau de leur conscience, des énergies qui nous entourent. Parce que par l'astrologie, on arrive à faire le lien entre la matière et le sens. Hein, moi, j'aime bien, quand je parle d'astrologie, j'aime bien parler de géométrie céleste, de sens de la géométrie céleste. Donc, quand on voit des coïncidences signifiantes entre Chiron, l'entrée de Pluton en Verseau, euh, moins 577 avant Jésus-Christ, et là, Chiron qui rencontre Raoult sur le quai de sa découverte et tout, je veux dire, ça a du sens. Et c'est à nous, c'est notre travail d'éveiller le plus possible les gens à ce sens. Notre travail, c'est pas, on n'est pas des psychologues, même si on est capable de faire de la psychologie. Mais on est astrologue, on n'est pas psychologue. Là, je te rejoins, complètement, c'est un de mes combats. Oui, je pense que c'est bien d'intégrer, les découvertes entre guillemets «psychologiques» et la conscience, enfin la façon dont on vit, le mon l'inté notre monde intérieur, à l'astrologie. On évidemment, l'astrologie évolue avec son temps, mais effectivement, moi, je suis pas psy, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste que j'utilise des un langage différent. Pour moi, c'est sûr que je ne vois pas faire de l'astrologie qui soit pas engagée et je me vois pas faire de l'astrologie qui n'aborderait pas les enjeux collectifs, mais ça, c'est plus juste la spiritualité. Je ne me vois pas re ou me revendiquer ou de me positionner comme quelqu'un faisant un art spirituel, ancestral ou peu importe, ou être juste quelqu'un de voilà, de spirituel, en niant la dimension collective, quoi. Enfin, tu vois? Tout le but, c'est de cette unification entre nous et le collectif et de ce sens qui est global et pas juste le mien et pas juste, mon nombril et ma propre évolution personnelle et comme on disait, cette espèce de truc de performance de, «Je vais atteindre le prochain niveau», tu vois? C'est moi, c'est mon évolution et cetera. Ça m'intéresse absolument pas, et effectivement, c'est
très important, je pense, de parler, au niveau collectif de ces enjeux-là. Après, c'est un exercice qui est périlleux, autour de ses potentiels, de ses possibilités, de ce qu'on peut en dégager souvent, je trouve aussi qu'il y a des astrologues, heu, ou des personnes qui peuvent s'aventurer dans ces thématiques prendre beaucoup de plaisir à être dans cette dimension très alarmiste ou, tu sais, problématique et pas évolutive. Tu vois, ce côté aussi qui peut être dans la toute-puissance, dans tout le côté prévisionnel ou anticipation ou donc en fait, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont là: «Ouh là là, faites attention», tu vois? Et qui aiment bien prendre cette posture de je vais vous prévenir, j'ai un temps d'avance et cetera, ce qui aussi me déplaît fortement. Donc voilà, il faut trouver toujours des justes milieux, mais je trouve que, tout ce que tu as, abordé Et bien sûr. sur ces synchronicités et puis ces échos, en fait, aussi temporels et ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui est toujours très pertinent avec les transits, avec l'astrologie prévisionnelle. Souvent aussi, quand je fais des consultations, en fait, je fais écho à des époques passées en disant: «Ben voilà, il s'est passé ça et là, c'est ce il y a des choses que tu es en train de revivre qui sont en corrélation à ça et qu'est-ce que ça te raconte?» Et je laisse la personne répondre toute seule aussi, tu vois? Et Ouais. il y a une partie de ça, dans ces thématiques autour de oui, 77, Chiron est découvert en Taureau. On est quasiment sur la fin de la boucle. Le nœud nord est en conjonction, à Chiron, mais le nœud sud est au moment de la conjonction et à l'exact endroit de sa découverte. OK, on peut pas passer outre, en fait. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, en termes de, prise de conscience collective, mais surtout, comme tu disais, d'acter, en fait. Et c'est hyper intéressant de voir, comment ça vient se traduire là. Et ça revient, tu vois, à ce qu'on disait au départ, c'est là où on a l'intérêt que ça se passe, en Bélier, puisque c'est un signe de concrétisation, que c'est un signe d'action et que donc ça nous donne l'espoir que justement parce que, pour moi l'astrologie dans ce sens-là doit être aussi un moyen d'action. Effectivement, il s'agit surtout pas de dire aux gens: «Ah je vous préviens, il va y avoir de grands malheurs», Ouais. ni parce que j'en entends d'autres, c'est: «Ne vous en faites pas, Oui. tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes». Non, c'est OK, comment l'astrologie peut nous aider à agir, à construire notre avenir? C'est surtout ça, quoi. Oui, mais à laisser le choix aussi et de se dire: «Là, il se passe quelque chose, de quel comment est-ce que toi tu veux le vivre, en fait? Ouais. Quel rôle tu veux jouer aussi là-dedans? Quel est le rôle que tu veux prendre? Ou qu'est-ce que ça vient éveiller chez toi, aussi?» On parle direct en fait, on parle à nos auditeurs et à nos auditorices là, sur ça. Je pense que je pense qu'on est voilà, il y a comme une synergie globale qui nous est présentée, oui, sur des enjeux, qui peuvent être problématiques, challengeants, c'est des défis. De toute façon, le signe du bélier, c'est le signe du défi à relever. Je veux dire, c'est un peu je pense que tous les béliers ou les personnes qui ont des stelliums en bélier et cetera, on part au front d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de notre, synergie de vie. Enfin, voilà, moi, j'en sais quelque chose, j'ai une grosse énergie bélier et c'est des choses qui nous habitent et qu'on a besoin de se dépasser. Donc pour moi, ce nœud nord, c'est vraiment ça. Mais il y a aussi un fond d'adversité. Après, voilà, comment est-ce qu'on décide de l'interpréter nous-mêmes et comment est-ce qu'on aussi décide d'être témoin de ça? Parce que, il y a une partie où en fait, on est en observation et c'est le principe de l'astrologie, il y a ces enjeux qui sont mis sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu les regardes? Comment est-ce que tu les analyses? Voilà, et est-ce que ça vient faire résonner en toi, quoi? Moi, j'aime bien dire, l'astrologie ne prouve pas l'existence de Dieu ou des dieux. L'astrologie ne prouve pas la vie après la mort, mais l'astrologie vous dit, la vie n'est pas un accident. La vie a un sens. La vie a un sens. Et donc, on est actuellement extrêmement, complètement confronté à ce sens. C'est pas juste de bon bah voilà, on n'y peut rien, c'était écrit ou ceci cela. Donc voilà l'astrologie moyen d'action et nous en tant qu'être humain, on est co-créateur du sens. On doit vraiment l'aider à avancer, l'aider à se déployer. Et en ce moment, on vit une des époques de l'humanité où ça se déploie d'une façon inégalée.
Enfin, on ne connaît pas tout ce qui s'est passé, mais on a quand même l'impression qu'on vit une situation absolument unique par rapport de ce que nous connaissons en tout cas. C'est certain. C'est vrai que l'astrologie, c'est plus comme c'est un peu comme un GPS. Oui, c'est une carte quoi, la carte du ciel. Donc à un moment donné, ça il y a des directions qui sont données. Heu, voilà, on est en chemin en fait. Donc on n'a pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais on a des grandes lignes, on a des grands enjeux et après voilà, comment est-ce qu'on se comporte sur le chemin et c'est vraiment ça et oui, ça nous donne déjà, des possibilités, de conscience. Bah, au niveau de l'interprétation individuelle, hein, moi je considère que voilà, tu vas faire le thème astral donc d'une personne, tu peux passer des jours, des heures et des jours entiers à, décrire le paysage psychologique et cetera. Tu peux partir dans toutes les directions. Mais le plus important, c'est de trouver le sentier qui traverse ce paysage. Et cette image, hein, moi j'adore cette image du sentier céleste que l'astrologue doit, révéler à la personne pour laquelle, voilà, il va interpréter le thème, mais ça s'applique au collectif. Quel sentier céleste pour l'humanité à notre époque qui va nous sortir de tous ces marasmes actuels, que ce soit les guerres ou l'autodestruction, la violence, les inégalités, l'injustice. Et comme on disait, hein, pour moi, c'est vrai que c'est essentiel, les inégalités hommes-femmes. Comment sortir de là? C'est Complètement, mais vraiment. c'est là où Mm. oui, à ce niveau-là, franchement, sur le nœud nord, en Bélier, et ses enjeux de masculinité et puis en même temps, tu vois toujours Uranus-Jupiter, lié au voilà, dans le signe du Taureau qui prend une ampleur incroyable là, avec cette conjonction. Hem, oui, je pense que, il y a encore des choses qui sont, je sais Oui, mais voilà, alors, ces enjeux de pouvoir, de domination, je pense que ça va être alors quand même pour très y voir présent. clair, c'est tout en balance. Ouais. Parce que, bon, moi je veux reprendre la logique que j'expliquais la dernière fois. On a tout le travail extérieur, tout le travail des expériences de toutes ces choses avec le nœud nord, avec Raoult dans le bélier. Mmh. Mais le sens profond, c'est l'autre nœud lunaire qui est lié à la sobriété, qui est lié à la simplicité, qui est lié donc à la spiritualité véritable. Et il est dans le signe de Vénus. Il est dans le signe de Vénus, dans le signe cardinal de Vénus, qui est un signe qui est lié à l'art, à la beauté, à l'esthétique, à la communication, et bien sûr, et avant tout, à l'amour entre les êtres humains, à l'amour entre les êtres humains et les animaux, à l'amour véritable. Et c'est la clé. Raoult en bélier ne pourra rien faire sans Ketu en balance, sans cette notion d'amour, sans cette notion de beauté. Parce qu'on vit dans un univers, sur une planète qui est de plus en plus laide, avec toute cette destruction. Et Ketu, la balance, on en a parlé tout à l'heure, hein, ce point de vue vénusien extrêmement Mmh. important, eh bien, doit s'exprimer à travers Ketu. Et s'exprimer à travers Ketu, c'est le sens. Oui, c'est ça. Le sens de l'action. C'est le sens de l'action du bélier. Voilà, la Mmh. cristallisation des expériences et de l'action sous forme de sens. Et ce sens à nouveau renvoyant à l'action et permettant, moi j'aime beaucoup, pour ce qui est de Mars, donc du bélier, en tout cas de la thématique Ouais. bélier, j'aime beaucoup la notion d'action juste. Qu'est-ce que l'action juste? L'action juste est une action qui ne naît pas du désir, qui ne naît pas de la peur, qui n'est pas une réaction. C'est une action qui naît de l'intelligence. C'est une action qui naît de l'amour. C'est donc une action instantanée. C'est une action qui va naître de... En fait, l'action juste, pour moi, elle est très liée à Uranus.
c'est-à-dire je comprends, j'agis. Il n'y a pas de différence entre compréhension et action. Et l'action juste doit être fondée justement dans sur la fondation la plus profonde de l'action juste, c'est l'amour. Ouais. Et donc cette action juste, elle fait que je comprends et la compréhension et l'action ne sont pas séparées. Ce qui nous manque actuellement, il y a des tas de gens qui vont te dire ah oui c'est vrai ça va mal, ah oui c'est vrai la croissance c'est peut-être pas ça, ah oui c'est vrai ceci cela, mais qui croient comprendre parce que s'ils comprenaient vraiment ils agiraient. Compréhension et action, et ça c'est au niveau collectif que ça doit se passer. Mmh. C'est vraiment là que ça se passe, et je pense que l'action juste ne peut pas. L'action juste, elle ne peut pas être fondée sur un intellect, sur juste des informations. On n'arrête pas de nous dire oui, regardez les rapports du GIEC, et c'est fantastique le rapport du GIEC, mais ce sont des informations, c'est pas suffisant. L'action juste doit être fondée sur l'intelligence, mais l'intelligence, elle est à la fois cérébrale et émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est du domaine de Vénus. Et donc, c'est du domaine de Kétou en balance. Donc c'est par là que ça doit passer. Et c'est comme ça que Raoult pourra faire son travail, et entre autres son travail de guérison avec Chiron en 2024. Enfin, tout ça, c'est bien lié, il me semble, c'est assez clair. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est vrai en plus l'archétype du bélier en plus revient beaucoup dans le côté le sentier du juste, enfin encore une fois ce guide, celui Oui, qui mène et cetera et il y a vraiment cette notion de justesse. Bon de toute façon dans les, comment dire? Les archétypes, de feu, il y a toujours aussi l'authenticité quoi oui, qui revient quand même fort. la noblesse intérieure. Il y a ouais, il y a cette dynamique un peu, régalienne là, tu vois? Autour de, Ouais, c'est la dynamique de la justice et des combats justes qui quand même reviennent très, très fort et de toute façon, quand on voit l'axe du bélier et de la balance très activé, on est toujours aussi sur des enjeux légaux, sur des enjeux de débat ou d'accord, où il faut trouver un point justement commun pour avancer, pour passer à l'action. Enfin, il y a vraiment toujours cette notion de litige, mais aussi de résolution et avec l'axe quand même du bélier et de la balance et qu'on voit aussi, énormément apparaître dans le thème, de personnes, hein, qui sont dans ce type de, bah, dans ces métiers-là, en fait, hein, qui gèrent, qui sont médiateurs, qui gèrent des conflits ou des enjeux légaux ou de la justice et cetera. Un peu comme aussi le Sagittaire et le Gémeaux, il y a des thématiques qui peuvent apparaître comme ça et le Bélier et la Balance, c'est quand même très, très présent et donc je pense que potentiellement, tu vois, toutes les thématiques, liées au Taureau et puis la conjonction qui va s'opérer, au début, de l'année, 2024, il y a une thématique, où tu te dis: «Est-ce que» voilà, il y a des combats, effectivement, comme on disait, mais est-ce qu'il y a pas un enjeu légal aussi, qui va rentrer en ligne de compte et une notion de justice au sens, très, très littéral du terme, autour des lois, tu vois? Et autour d'un débat national et collectif, légal, sur, les intérêts et les alors, c'est pour ça, les enjeux financiers, oui. la régulation financière, au niveau de l'État. Là, il y a un livre, que j'ai vu là d'un juge, purée, moi j'ai le cerveau en gruyère, mais qui vient de sortir où il parle de l'évasion fiscale et que ça se fait en tu vois, en milliards de et que c'est complètement indécent et qu'en fait, si on était juste en train de gérer cette évasion fiscale, on pourrait, tu vois, sauver la planète en fait, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il y a tous ces enjeux qui ont été mis en avant de toute façon aussi avec on a beaucoup parlé de l'environnement et des femmes, mais aussi autour des finances, de l'argent et des ressources. Donc on voit autant les ressources, effectivement environnementales, matérielles type argent en fait, hein. De toute façon, l'argent et l'environnement sont corrélés parce que, je veux dire, l'environnement est détruit parce qu'on en fait de l'argent. Donc il y a cette corrélation. Donc je me demande s'il n'y a pas, voilà, des enjeux légaux ou une législation ou des combats justement pour passer d'un point de vue légal tout ce qui est, de l'ordre environnemental, de l'ordre financier et aussi sur la question des femmes et de vraiment aller sur un combat, c'est déjà là, hein, mais C'est ça, oui, et puis c'est ça qui était intéressant avec tout ce passage de Raoult sur Jupiter et sur
sur Uranus. Parce que bon, Uranus va lancer les idées de révolution. C'est ça. Mais ensuite, on a besoin des deux astres liés à la vie sociétale, Jupiter et Saturne, pour acter cela. Et Jupiter est très lié à la justice. Oui. Tu vois. Donc, Jupiter-Uranus, dans le cadre de, voilà, de tout ce qu'on a vu, Raoult, Ketu, Bélier, Balance et tout, il y a tout un passage, évidemment, qui se fait pendant la conjonction Jupiter-Uranus. Et c'est la conjonction Jupiter-Uranus, c'est une des opportunités pour acter au niveau législatif, effectivement, eh bien, toutes ces idées révolutionnaires et toutes ces possibilités donc de guérison de la planète. Il y a même, normalement, on doit même avoir un passage où Saturne, à partir des poissons, va aller au sextile d'Uranus, etc. Et parce que Saturne joue aussi un rôle très important Bah oui, là-dessus, quoi. oui. Donc Sur les enjeux voilà. collectifs aussi, quoi. Oui, mais Carrément. spécifiquement dans les formes même, hein, dans les formes, juridiques, et ainsi de suite, quoi. Il y avait aussi oui, parce que Saturne aussi, c'est très lié à ce côté, étatique, les grandes structures, et Exactement. cetera. Donc on voit vraiment cette emphase apparaître, mais on voit aussi comment, la dérive, saturnienne dans le signe du Poisson, il y a aussi tout cet essoufflement de dire: «En fait, là, on arrive à la fin d'un» enfin, pour moi, c'est le signe des Poissons, tu vois? Mais d'un système et on est en train de voir peut-être les ingérences aussi très fort, je trouve, dans le signe des Poissons, autant que, cette notion de guérison de Chiron qui apparaît aussi dans Saturne, dans le signe des Poissons. De dire Oui, là, voilà, il y a des choses à adresser sur voilà, ces problématiques. Mais il y avait autre chose et c'est intéressant parce que vu que tu as vu la conjonction exacte du nœud nord avec, Chiron, Chiron, tu sais que mon domaine un peu d'obsession, c'est les décans et en fait, là, il y a un truc très intéressant, c'est que, déjà j'en avais déjà parlé, sur les réseaux, mais c'est qu'il y a Uranus qui, vient de oui, rentrer dans le dernier décan du Taureau, qui est un décan que j'aime beaucoup, qui est un décan saturnien, qui parle, tu sais, c'est le procé en fait, les décans, c'est les 3, voilà, c'est le processus du Taureau. Donc tu as, au début, enfin, c'est le premier décan, c'est le cultivateur, donc c'est quand tu sèmes. Ensuite, il y a vraiment cette éclosion, enfin, tu vois, le fruit. Donc le deuxième décan du Taureau, il est, gratifiant, tu vois? Et on est vraiment dans la récolte un peu, quoi et le dernier décan, il y a cette notion justement de dépouillement, hein, saturnien, évidemment, mais c'est un décan qui parle beaucoup oui, d'abus justement autour des ressources, de dynamique saturnienne et on voit dans les sources anciennes vraiment, l'archétype du vampire apparaître dans la dynamique, dans le dernier décan du Taureau et donc on voit aussi beaucoup la thématique de corruption autour des ressources, dans ce dernier décan et aussi de personnes enfin, parce que là, les gens qui vont m'écouter vont se dire: «Au secours, je suis, Taureau du dernier décan». Mais c'est aussi, des personnes qui ont cette capacité c'est la gestion de crise aussi qui apparaît énormément. C'est, le fait de savoir, heu, s'ancrer dans des moments, particuliers ou d'être un ancre pour les autres, autour de situations de crise ou d'être, voilà, une personne, une sorte de typique du Taureau, cette force tranquille, cette force stabilisante dans le chaos un peu, tu vois? Bon ça c'est signe de terre toujours, face au signe d'eau, mais le dernier décan, voilà et donc il y a vraiment un enjeu autour des abus de pouvoir et autour de ces abus autour des ressources et en même temps, au moment où il y a la Chiron qui est en conjonction, on voit que le nœud sud de la Balance qui rentre dans le deuxième décan, dans ce fameux deuxième décan, qui est le décan saturnien de la Balance et qui est le décan associé au Verseau, en triplicité, mais voilà, à Saturne. Tu sais que Saturne est exalté dans le signe de la Balance et donc en fait, tu as vraiment une emphase très importante autour de ces enjeux de justice, de ces enjeux de regard hyper lucide, enfin, où on fait plus trop de tu vois, de compromis. On voit les choses telles qu'elles sont et on doit faire un état des lieux, quoi, qui est quand même, dans Balance. qui est pas forcément ultra évident. Donc en fait, je me dis, Oui, là, il y a quand même cette emphase sur les décans saturniens, enfin sur ce transit. Uranus, là, moi, j'avais hâte parce que pareil,
On a vu énormément de mouvements dans l'économie, beaucoup d'allers-retours. Enfin, Uranus, là, dans le signe, du Taureau, il y a eu beaucoup de choses. Mais pour moi, le passage dans le dernier décan, c'est vraiment je finis le job, tu vois? Je finis le travail. Tu vois? Ne serait-ce qu'en progression, on est quand même sur les dernières, années. Avec le retour de Pluton en Verseau. Donc, on a quelque chose de oui, oui, mais on a vraiment, on a les mois qui viennent. Là, on a d'abord, bon, la fin du carré, mais c'est pas rien, des nœuds lunaires à Pluton. Ensuite, on a le début, de la conjonction Raoult, Chiron. Et ensuite, on arrive début 2024, Pluton qui rentre en Verseau. Et puis, on arrive à la conjonction exacte Raoult-Chiron. Tout ça, c'est pas rien, quoi. Et c'est marrant parce que quand j'y lisais au début, euh, en décembre, en janvier, tout ça, oui, alors 2023, euh, bon, la plupart des gens trouvaient que oui, oui, d'accord, il y a Pluton qui rentre en Verseau. Sur le degré de la conjonction Jupiter-Saturne, un an ou deux avant et tout, bon, mais personne n'avait l'impression que ce serait une année si importante. Et en fait, 2023 se révèle une année très importante et justement, nœud lunaire, carré à Pluton, nœud lunaire qui change d'axe, nœud lunaire qui, avec Raoult, qui s'approche de Chiron. Donc 2023 et 2024 pourrait être l'éclosion, hein, de tout ce qui démarre véritablement cette année en 2023. On a, on a vraiment des signes très très importants, très intéressants, avec oui, des possibilités de changement positif en tout cas. Il faut espérer, bien sûr, mais il y a des possibilités de changement positif qui sont notées. Après, il y avait, je regardais, tu vois? J'ai fait un post, rapidement, au début de l'année et il y a Jupiter qui est carré Pluton aussi, tu vois? Sur, la rentrée, heu, du mois de novembre au 2 février, 2024. Donc ça aussi, ça enfin, dans la dynamique plutonienne du des nœuds, heu, en parlant de ça, tu disais, ouais, cette année, il y avait pas de grande, tu vois? Enfin, on voyait ça comme une année anecdotique, mais moi, personnellement, je me suis dit: «OK, il y a quelque chose de super important» parce que c'est la première année où tu ressens le trigone d'Uranus à Pluton qui va, s'opérer jusqu'en 2032 et en fait, on commence à c'est l'année des prémices, en fait. C'est la première fois, tu vois, Oui, que, cette énergie, elle se fait sentir et donc là, moi, j'avais noté que c'était, ça a commencé en juin jusqu'en décembre. C'est le premier. tu as pris un orbe assez large là, non Oui, 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 j'ai pris une orbe large, ouais, mais c'est la première, disons moi je le vois, tu sais, comme ça distille très, il y a quelque chose dans l'air, oui, autour des thématiques, uraniennes, et le progrès et les prises de conscience et c'est super intéressant parce que tu vois que Pluton fait des pas de danse entre pour moi, c'est l'ancien monde et un peu le nouveau monde dans la dynamique du Capricorne et du Verseau et aussi ce que j'adore avec, ces 2 signes, c'est que tu as vraiment la dynamique saturnienne du Capricorne, c'est ce qui se passe dans la boîte et avec le Verseau, c'est en dehors de la boîte. C'est tu vois? Et donc tu as vraiment ce truc de tu peux le décliner à l'infini, oui. tu vois? L'État et le peuple, enfin, tu vois? C'est vraiment ça, c'est Pluton, ce sont les pouvoirs. Pluton, c'est pas seulement les pouvoirs politiques, c'est les multinationales, c'est les enjeux pétroliers, énergétiques, etc. C'est ceux qui contrôlent, voilà, c'est pas forcément l'État parce que des f l'État se fait contrôler On par est des d'accord. puissances, autres, Voilà, économiques et cetera. C'est ça. tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ce côté Pluton qui bascule, enfin, c'est ça, ce pouvoir qui bascule d'un signe à un autre et on est en pleine Oui, transition sur cette répartition, du pouvoir et sur cette mise en lumière du pouvoir et tu oui, vois que ça commence à faire, voilà, ce fameux trigone qui va prendre en tu vois, en intensité et oui, à se rapprocher de plus en plus jusqu'en 2032 donc là, ça fait on se dit: «Oui, c'est 10 ans» mais ouais, pour moi, en fait, c'est un peu 2023, c'est un peu le lancement d'une vraie transition et à ce niveau-là, je suis assez optimiste
avec ce trigone Uranus-Pluton parce que oui, je pense qu'on est sur la brèche d'un vrai gros changement sociétal, vraiment. Tu vois? Enfin, là, c'est Pluton qui fait sa transition, mais après Uranus fera sa transition du Taureau au Gémeaux et donc après ce trigone, il sera, en signe d'air, quoi. Bon, la véritable clé actuelle astrologique, ça va être quand même Pluton en C'est Verseau. ça. Qu'est-ce qui va vraiment, parce qu'évidemment, il peut partir totalement vers la robotique et le virtuel, Mmh. mais c'est l'alchimiste, hein, il peut aussi totalement aider à la Oui, transformation de la conscience et à créer un monde véritablement meilleur. On ne sait pas où on va avec ce Pluton en Verseau, et il y a cette espèce de libre arbitre très difficile à cerner qui va faire la différence en fait pour nous. Uranus-Pluton. Là, on le voit, bon, dans les signes de terre, mais on voit déjà tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, là, les mondes parallèles, le métaverse et cetera. Je pense que alors ça va partir en total slip. Non, mais ça va partir vraiment très, très loin. Là, mes enfants vont sûrement avoir une vie, dans un autre monde virtuel. C'est des trucs dans le côté pas forcément génial. Il y a aussi cette confrontation entre le voilà, le virtuel et le réel et le tangible, l'intangible et cetera donc bah, c'est Saturne en Poisson aussi, hein, qui fait ça, je trouve, hein, y c'est des dynamiques sur le virtuel et tout ce qui est impalpable. Bref, c'est des grosses thématiques donc évidemment un trigone, même en voilà, avec les transsaturniennes, c'est pas que du positif, il y a toujours énormément de complexité et de nuances, mais dans le cadre, en tout cas, je pense, d'une vraie transition et d'un changement, en tout cas, autour des dynamiques de pouvoir et peut-être plus de transparence là-dessus. Oui, sans parler du fait qu'en ouais, en France, on va vivre notre retour de Pluton aussi et on le vit déjà, ça commence, enfin voilà, parce qu'il y a des petits allers-retours. Donc aussi en France, ce rapport au voilà, au pouvoir, avec, ce qui s'est passé, en 1789 parce que c'est ça le retour de Pluton, c'est le moment où notre république a été déclarée, Pluton était en Verseau, Pluton revient dans le signe du Verseau, donc il y a une boucle qui est bouclée et puis il y a un rapport aussi on est toujours dans un rapport quand même très classiste. En France, on a toujours enfin, même si on est les pays des droits de l'homme, de l'humain, on est toujours quand même, ancrés dans nos racines et je pense qu'il y a quelque chose autour de, voilà, ce rapport de pouvoir et cette société. Donc il y a des choses aussi qui vont être, réévaluées et puis on l'a vu avec, le retour de Pluton des États-Unis qui sont encore dans leur retour de Pluton, qui sont en train de le finir et toutes ces problématiques, tu vois, qui ont émergé. C'était un peu le lavage de linge sale, quand même en public là, pour les États-Unis sur leur dynamique, bah, aussi sur les abus de pouvoir, et les résidus de l'esclavagisme, quoi, tu vois? Enfin et de comment ça vient encore, impacter la société américaine et justement des les citoyens classifiés en seconde catégorie, tu vois? Pour les Noirs américains, qui ont toujours pas de place, enfin, qui ont toujours pas de droit à la hauteur, tu vois, de leur place, en fait. Donc voilà, il y a des dynamiques, on sait pas non plus comment le sens que ça va prendre en France, mais tu vois quand même cette identité-là, très Pluton Verseau qui est déjà là, enfin on le ressent très fort et je pense elle va émerger, puissamment là sur les années à venir aussi. Donc on est parti en fait, on a fait tous les transits de, des années à venir en fait. C'était, le non en Bélier, mais en fait on est parti. Oui, mais c'est normal parce que on peut pas, heu, on peut pas juste moi je trouve, souvent il y a des gens qui proposent, des astrologues et tout, qui proposent, des webinaires ou des séminaires. Bon, alors on va parler, uniquement alors Raoult en Bélier, non, ça n'existe pas. C'est toute la complexité et la beauté de l'astrologie. C'est que on ne peut pas parler de Raoult en Bélier sans envisager tout le reste. C'est comme ça. C'est l'astrologie. C'est pour ça que l'astrologie, c'est difficile et c'est Ouais. complexe. Et c'est pas quelque chose de simpliste. C'est vraiment donc c'est normal que nous ayons fait le tour comme on vient de le faire. Oh, Et encore, bon, oui, je on peut dire plein de choses. on pourrait continuer Non encore mais longtemps. oui, 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 complètement, mais c'est très, très beau, je trouve, Chiron et je trouve que ça présage, de belles choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de reconnaissance. En fait, ça, c'est l'archétype plus mythologique, mais tu sais, vu que c'est cette espèce d'enfant illégitime entre,
une nymphe, donc c'est marrant, il y a encore cette notion de une créature de la tu sais, de la terre, enfin, de tout ce qui est organique avec un Ouais, Zeus, enfin le, roi des dieux, tu vois? Et cette espèce de ouais, créature qui est rejetée autant par, ses 2 géniteurs, quoi, et comment est-ce que lui, il va, réussir à trouver sa place ouais. en aidant aussi d'autres, mi-dieux, enfants, tu vois? Hercule et cetera, et en aidant aussi des héros, et c'est intéressant parce que tu as ce nœud nord en bélier, tu vois? Qui est le principe même héroïque. Tu as Chiron là, qui est là-dedans, et qui vient aussi, enfin pour moi, il vient redéfinir tellement, bah, tous ces enjeux de masculinité, du masculin et de cet héroïsme, et aussi de peut-être injecter de la vulnérabilité. Est-ce ça le véritable héroïsme aussi? C'est de vraiment nous montrer dans nos aspérités, dans tout ce qui, tu vois, fait de nous des humains, dans nos, entre guillemets, «faiblesses». Pour moi, c'est vraiment ces enjeux de Chiron, de cette transparence. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, Mmh. bon, dans la mythologie hindoue, les nœuds lunaires sont liés à l'immortalité, à la quête du nectar d'immortalité. Et Chiron, bizarrement, renonce à son immortalité. Mais tu viens de parler Oui, d'Hercule. c'est Hercule, lui, eh mortalité. bien, Ouais, c'est ça qui est dingue. c'est il devient immortel et il devient Dieu. Il veut devenir Non seulement non seulement il mortel. accède à l'immortalité, mais il devient Ouais, un dieu et en fin de compte, il y a des liens évidemment avec Chiron. Donc Hercule, dans ce sens, fait le lien entre la mythologie, enfin vraiment au niveau signification, parce que les nœuds lunaires sont censés, surtout Ketu, le nœud lunaire sud, transformer l'être humain en Dieu. Chose que réussit Hercule. Il est accepté à la table des dieux, ouais. il se marie avec la jeunesse, donc l'immortalité totale, la Ah, jeunesse oui, l'Olympe. éternelle, etc. Mais en fin de compte, dans un rapport très complexe avec Chiron, qui lui renonce à l'immortalité. C'est très étrange, c'est très bizarre ce rapport entre les deux. Ouais, puis en plus, c'est des, entre guillemets, demi-frères, et il y a une sorte de passation, de renoncement, et c'est ça aussi. Alors, Chiron aussi, c'est ça, hein, c'est le sacrifice. Souvent, c'est Oui, très fort, c'est très puissant, cette notion de sacrifice dans le thème des personnes, de l'invisibilisation, le sacrifice et le fait de oui. savoir pas se reculer, mais tu sais, voilà. Et le renoncement, chez les hindous, c'est Ketu, c'est le nœud lunaire sud. C'est-à-dire, oui, je renonce aux cadeaux qui sortent de l'océan pendant le barattage de la mer de lait. Je renonce, voilà, aux joyaux et à toutes ces choses pour accéder à l'immortalité. C'est d'ailleurs c'est une des fondations de la philosophie hindoue, hein, les tapas, les tapasya, les austérités qui vont mener à l'immortalité et ainsi de suite. Donc on retrouve bien dans Chiron tout ce lien, parce que là, à nouveau, on va avoir la conjonction de Chiron avec le nœud lunaire nord, qui est le nœud lunaire matérialiste. Il s'agit donc de nous guérir de notre matérialisme. J'ai hâte de voir, voilà. Vraiment, pour moi, ce nœud nord, en bélier, et puis ce fameux nœud sud en balance, c'est vraiment tous ces enjeux de, oui, de l'action juste, de la justice, et d'acter, toutes les prises de conscience qu'on a eues là avec, le passage des nœuds, en Taureau, et en Scorpion, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce passage des nœuds en Taureau-Scorpion était beaucoup plus puissant. Enfin, je l'ai trouvé très intense, quoi, là, alors que tu vois le passage des nœuds en Gémeaux-Sagittaire, pourtant il était, voilà, sur mon maître d'ascendant et cetera, mais j'ai trouvé que collectivement, il s'est passé des choses, et je pense que c'était plus au niveau des croyances et au niveau, il y avait des enjeux, évidemment, il y a toujours des enjeux politiques, mais je sais pas, là, au niveau environnemental, il y a tellement eu un bond, tu vois? Je pense que c'est parce qu'il y a cette fameuse, transe saturnienne aussi qui est dans les parages, donc ça vient, révéler des thématiques qui sont déjà bien présentes, et ça les met,
vraiment, ça les porte aux nues. Mais là, je l'ai trouvé tellement puissant et en fait, ça continue et c'est pour ça j'ai regardé, je crois que la conjonction avec Eris, elle est en octobre-novembre, en novembre, mais on va dire que là, on va déjà être dedans. Il y a les éclipses qui sont dans 2 signes vénusiens. Ça, j'adore, tu vois? Parce que tu as la rétrograde de Vénus en Lion, je vais y arriver. Vénus sort le 9 octobre et on enchaîne sur 2 éclipses en signe vénusien. Genre, tu vois? Il y a tellement une continuité. Ça, c'est j'adore ça avec l'astrologie parce que tu te dis: «C'est magnifique», tu sais? Tu as Vénus qui reste 5 mois, elle se fait le rétrograde, elle se remet direct en septembre, elle en sort le 9 octobre, pouf, 2 éclipses en signe vénusien, alors que l'année a commencé sur 2 éclipses, martiennes, là 2 éclipses vénusiennes et voilà quoi et là, tu as aussi, c'est une Faut dire que l'astrologie met l'accent sur la dentelle géométrique, on pourrait ouais, dire. c'est ça. Hein, il y a des comme Vénus là, bon, j'ai pas mal suivi récemment, il y a plusieurs conférences dessus sur le Venus Star Point, tu Oui, sais? ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Vénus qui rétrograde, Vénus qui recroise le Soleil, le dessin du Ouais, pentacle que fait Vénus sur l'espace de 7 ans, et cetera. C'est absolument incroyable. ouais. C'est absolument incroyable. C'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est toujours très beau. Et c'est vrai que voilà, et c'est vrai, mais alors c'est encore une autre porte, c'est encore un autre chemin d'accès, mais qui, à mon sens, est très important. Peut-être celui-ci particulièrement, là, cette rétrogradation actuelle, puisque Ketu est rentré en Balance. C'est pour ça qu'on est obligé de parler de Ben oui, tout, qu'on ne peut ouais. pas se dire juste, bah, voilà, Oui, oui et tu il vois, y a la rien dynamique vénusienne, au moment où Chiron a été découvert et tu vois que là, c'est omniprésent oui, et tu vois cette thématique vénusienne du Taureau, de la Balance, enfin, c'est incroyable, quoi et l'éclipse, oui, enfin, ça te montre bien que là, il y a un enjeu et oui, autour de toutes ces thématiques vénusiennes, la femme, l'environnement, et les finances parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu, sur les ressources, voilà. Voilà, comme on disait, environnemental, mais aussi matériel, sur ce que l'homme fait des ressources, tout simplement. oui, tout le problème de l'énergie, C'est c'est ça, ça, les hein, bien ouais, sûr. c'est ça et de l'échange et Mmh, aussi, tu vois, de ce truc de passation autour des ressources, de qu'est-ce qu'ils prennent de ça? Qu'est-ce que nous, on prend de ça? Et quelle est cette répartition des ressources? Et c'est tout aussi l'enjeu majeur de la crise climatique. C'est, pourquoi est-ce qu'on a une poignée d'individus qui viennent, nous essorer complètement et mettre une autre partie même qui mettent à mort par leur choix, heu, oui. certains pays, certaines populations et qui continuent de le faire, quoi. Enfin, c'est un niveau d'indécence, enfin, c'est incroyable. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de prise de conscience sur le sujet. Cette Vénus, rétrograde, ça loupe pas. On voit encore, ces thématiques apparaître. Là, on a, bah, cette conjonction Iris avec le nœud nord et en même temps, on a les éclipses en même temps. Ça continue avec, Chiron aussi, qui est déjà actif, hein. L'orbe est large, mais c'est exact, donc on voit que donc ouais, cette rentrée, elle promet d'être intéressante. On va voir et comme tu dis, ce début de l'entrée des nœuds, il commence fort, en fait, parce qu'après, limite, enfin, c'est comme si la scène était posée d'emblée, en fait, avec le carré à Pluton et la conjonction à Chiron, en l'espace de 6 mois, quoi, 7-8 mois. J'ai donc en fait, Oui. tous les enjeux majeurs du passage des nœuds se met en place maintenant, si on doit résumer un peu, en fait. Oui, oui, là, bah, moi, je pense c'est pour ça que je m'intéressais au fait que Raoult, commence à vraiment contacter avec 6 degrés d'orbe, Raoult Chiron, c'est dans un mois, quoi. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Et comme Ouais. et on va voir ce passage où on est en même temps toujours dans le carré nœud lunaire Pluton. Donc on est vraiment, voilà, voilà, on est déjà dedans et puis ça va s'accélérer à partir de septembre, quoi. Ça, c'est clair. On voit que ça monte et oui et encore une fois, on peut imaginer que même si, Chiron est en conjonction au nœud nord en février, on peut avoir vraiment des bonnes thématiques présentes autour de cet archétype en octobre, le 14, le 28 octobre avec les éclipses en Balance et en Taureau. Oui, voilà, et puis je pense au moins voilà, jusque mai-juin 2024, de toute façon, quoi,
c'est vraiment fort, quoi. Après, il y a forcément d'autres choses à regarder plus tard avec justement d'autres, possiblement d'autres éclipses et ainsi de suite, quoi, hein, etc. Bon. Mais je pense qu'on a vraiment vu l'essentiel, ça c'est sûr. En tout cas, je te remercie pour, ta présence, ta disponibilité. Je pense que c'est ultra intéressant. Je pense que ça va ravir les amateurs, les amatrices d'astrologie. Il y a plein de belles choses à réfléchir. Je pense qu'on a eu une séance extrêmement intéressante, on a creusé, on a défriché, Ouais. et donc je te remercie aussi pour cette opportunité, tu vois, c'est très intéressant de pouvoir, parler, diffuser, toutes ces recherches, hein, que l'on fait, et ça fait vraiment, je pense, avancer l'astrologie dans le bon sens. Donc merci. Bah, écoute, c'est le but et on se redonne rendez-vous pour, papoter autour des enjeux. Mais là, je pense qu'on a vraiment, mis le doigt sur, ce qui comptait là pour cette rentrée et aussi même, sur les enjeux à venir, j'ai hâte de voir justement. Ce que j'adore avec l'astrologie, c'est aussi voir le recul, tu sais? Et puis réécouter ça, Oui, bien sûr. voilà, dans 1 an et demi et de se dire: «OK, tu vois, qu'est-ce qu'on a balayé? Qu'est-ce qu'on a pu, décoder?» Les choses qu'on n'avait pas forcément envisagées parce que ça, c'est aussi merveilleux de voir ce qui vient s'opérer et qu'on est là: «Mais c'est incroyable, c'est ça!» mais tu vois, à ce moment-là, on n'avait pas été, capable de le percevoir parce que voilà, c'est normal. Et j'ai hâte de faire le point aussi, tu vois? J'adore, ces prises de recul, sur, ces transits, collectifs et puis aussi individuels, donc on va voir, voilà. Bon, bah, je te dis à très vite et à bientôt. Passe une bonne journée. À bien, au Au revoir. revoir. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à noter le podcast, à partager cet épisode pour les aficionados de l'astrologie qui aiment aller en profondeur. En attendant, je vous remercie énormément pour votre support. Le plus important pour m'aider, c'est de commenter cet épisode, que ce soit sur Spotify ou sur Apple, qui sont 2 plateformes qui permettent de commenter le podcast et évidemment de le noter. Sachez que ça peut faire une différence majeure. Je vous dis à très vite et je vous retrouve très rapidement pour plein de nouveaux épisodes. À très vite.